Kadikara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, d'information au Cara. C'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Chers auditeurs, chers invités, bienvenue sur la chaîne Kadikara Channel TV pour l'émission phare Impact. Alors nous avons parmi nous André Bourgeot. Bonjour. Ibrahim Tunkara, appelé Ibou. Bonjour. Nous avons également Maître Tidjani Guindo. Bonjour. Et pour terminer, Tchambel Guindimara. Bonjour. Voilà. Alors je vous laisse chacun d'entre vous vous présenter avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Non, je confirme bien que je m'appelle André Bourgeot, depuis quelques décennies, mais je ne vous dirai pas le nombre, parce que c'est un certain nombre de décennies. Je suis anthropologue, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, et passé de nombreuses années dans tout cet espace saharo-sahélien, d'abord dans l'extrême sud algérien, ensuite dans les septentrions nigériens et maliens, et aussi un peu au Tchad. Et moi, c'est M. Tunkara Ibrahim. Je suis entrepreneur dans le bâtiment industriel. Donc, notamment, je suis également aussi président de l'association Ouagalemu. Donc, voilà. Maître Tidjani Guindo, avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du barreau de la Seine-Saint-Denis et président du parti Alliance Mali Dambé AMD. Tchambel Guindimara, je suis journaliste à La Voix du Mali, de publication et accessoirement aujourd'hui chargé aussi de communication depuis quelques années à la délégation permanente du Mali à l'UNESCO. Parfait, soyez la bienvenue. Nous vous remercions infiniment d'avoir serré votre agenda pour ce rendez-vous. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, le Mali traverse une période très difficile et on parle de crise multidimensionnelle. Mais aujourd'hui, vos avis nous intéressent et on souhaiterait avoir vos appréciations sur ce bras de fer que rencontre le Mali avec la communauté internationale. André ? Bon, la notion de bras de fer me paraît assez pertinente, notamment dans les relations entre la politique française et puis le gouvernement de transition actuellement en place depuis le coup d'État du 18 août 2020, depuis 2020. On sent bien qu'il y a des divergences fondamentales qui sont fondées sur le fait que la politique française ne prend pas tellement en considération le point de vue des représentants de la politique malienne. Et là, je crois qu'on est arrivé à un degré de paroxysme, puisqu'il y a des menaces qui sont proférées un peu de tous les côtés. Face à cette situation, je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi une sorte de chantage. Alors pourquoi j'utilise le terme chantage? Parce qu'il y a déjà quelque temps, le président Emmanuel Macron, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est encore le président voilà, Emmanuel Macron, avait dit que s'il y avait des militaires russes qui seraient des mercenaires de Wagner, présentés comme très proches de la politique de Poutine, en conséquence de quoi la coexistence n'était pas possible et que donc Barkhane allait partir. En conséquence de quoi j'observe que Barkhane est toujours présente. Actuellement, ils sont en négociation à propos du contenu de l'accord pour la paix, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je ne pense pas que ce soit un traité ni une convention, c'est un accord de la paix, pour la paix, entre les deux États, entre l'État français et l'État malien. Normalement, il devrait en sortir quelque chose, mais c'est en cours de négociation, donc il est difficile de mettre un point de vue là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on sent bien que les tensions augmentent de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je crains que ça débouche sur quelque chose dont les conséquences pourraient être négatives sur le peuple malien. Mon souci principal, c'est que le peuple malien ne soit pas victime de ces tensions d'État à État. Ça repose le problème des sanctions de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO s'exercent
quasiment exclusivement sur le peuple malien. Donc c'est mon souci majeur. Dans ces circonstances-là, je pense qu'on doit militer, le terme n'est pas trop fort, pour aller dans le sens d'un compromis. Si ça ne va pas dans le sens d'un compromis, les victimes seront encore une fois le peuple malien. Il ne faut pas perdre de vue que les sanctions ont été prises, c'est l'argument officiel de la CEDEAO. Ce n'est pas mon point de vue, je ne sais pas, les gouvernements, la CEDEAO dit que les sanctions sont appliquées parce que le gouvernement de transition n'a pas respecté ses engagements puisqu'il devait créer les conditions d'élection en février 2022, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont appliqué des sanctions sur le plan politique et sur le plan économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième des chose, sanctions plutôt fortes. Hein. Pardon ? Des sanctions plutôt fortes. Oui, bah, les sanctions économiques, généralement, c'est pas des cadeaux. Hein, c'est vraiment des... Alors, moi, ce qui m'importe, c'est d'établir aussi une sorte de comparaison avec la position de la CEDEAO vis-à-vis du coup d'État militaire au Burkina, qui, eux, les sanctions ne concernent que des sanctions de nature politique. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que la CEDEAO pense qu'il y a un bon coup d'État qui est moins mauvais que celui du Mali, où au Mali, quand même, les sanctions sont extrêmement graves, hein, on le voit bien. C'est-à-dire, d'ores et déjà, il y a eu... Ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que sur le plan de l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, ou même de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des manifestations de solidarité à l'égard du peuple malien. Alors, est-ce que c'est aussi des solidarités, cette fois-ci politiques, à l'égard du gouvernement de transition? Ça, c'est un autre type de problème. Alors, tout état de cause, on ne peut pas minimiser ce qui s'est passé il y a combien? Il y a 8-10 jours, où il y avait presque 1 million de personnes dans les rues. Exactement. Donc, vous voyez, c'est une situation d'une complexité redoutable. Dans l'espace de combien? Un an et demi, on assiste à 4 coups d'État. Le premier coup d'État, qui n'a pas dit son nom, mais en définitive, c'est quand même un coup d'État, c'est ce qui s'est passé au Tchad, où la transmission du pouvoir se fait quasiment dans une conception de royauté ou de chefferie, si vous voulez. Ensuite, il y a eu le Mali, et puis le Burkina, et le quatrième, c'est quoi? La Guinée. Donc on voit bien qu'il y a manifestement des processus qui conduisent à une recomposition des zones d'influence avec la présence des Russes, qui est nouvelle quand même, sur le Mali. Donc globalement c'est ça, c'est la recomposition des zones d'influence qui vont déboucher sur quoi? J'en sais rien, mais en tout cas les rapports de force politiques et militaires sont actuellement en œuvre pour aller dans ce sens-là. Mais actuellement on subit comme une sorte de printemps sahélien, si on observe un peu la situation. On voit que les pays du Sahel ont vraiment décidé de balayer un peu des idées vers le changement. Oui, bon, la notion de printemps, si vous faites référence par analogie au printemps arabe, le printemps c'est une belle saison, c'est des fleurs qui apparaissent, les bourgeons qui bourgeonnent, pas les bourgeons, hein, les bourgeons qui bourgeonnent. Oui, moi je n'utiliserai pas cette expression de printemps sahélien parce que les contextes politiques sont quand même très très différents. Et les enjeux aussi, les enjeux sont différents. Vous utiliserez quel terme alors? Je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai dit, c'est difficile d'utiliser un terme qui soit susceptible de synthétiser la complexité des situations politiques actuelles. C'est pour ça que je m'appuie sur des processus qui sont en œuvre et que je pense qu'on assiste à une recomposition des zones d'influence dans un contexte où la politique française est quand même très discréditée par les peuples concernés. En conséquence de quoi, les autres puissances s'engouffrent dans ce vide et dans ces erreurs-là. Ça fait partie de la géopolitique, et dans cette géopolitique, le Mali occupe une position géostratégique. Parce que je considère, à tort ou à raison, c'est que le Mali, avec ce qui s'est passé, disons, depuis les indépendances, avec les différentes rébellions indépendantes Touareg, etc., ça fait en sorte que ça affaiblit sensiblement la possibilité pour un État en construction d'affirmer sa souveraineté sur une territorialité existante. Donc on est confronté à ce genre de problème. Donc la question que je me pose, et là mais je ne voudrais pas trop monopoliser la question, mais je vais quand même poser la question. L'enjeu majeur de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, c'est les conditions d'application du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. À chaque fois j'oublie l'appellation exacte. Disons l'accord d'Alger, où il y a des enjeux fondamentaux là-dessus. Et le Mali, peut-être c'est une erreur de ma part, sert de laboratoire expérimental du politique. Parce que si on applique cet accord-là,
c'est le délitement de l'État-nation unitaire du Mali au profit d'une fédération. Donc ça repose le problème de la partition. Dans les faits, je dis bien de facto, pas des jurés ni sur le plan politique, il y a déjà des processus de partition qui sont en œuvre, au détriment du Mali. Le Mali en tant que Mali entité, en tant qu'État qui affirme sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, mais je pense que le cher journaliste peut prendre la main sur la continuité de ce que vous avez amorcé, Toubel. Oui, merci de cette invitation. Je tiens quand même à tenir un peu devant la mémoire du président Laji Bamboka Keïta. Il aurait fêté aujourd'hui ses 77 ans. L'homme propose, Dieu dispose, il n'est plus de ce monde. Je pense qu'il a fait ce qu'il a fait pour ce pays. Je le dis parce qu'il m'a quand même associé pour la première fois à la gestion des affaires, ne serait-ce qu'en répondant à mes questions, en m'invitant à m'associer au plus haut sommet de l'État à une seule mission en 2017 à Bruxelles quand il s'agissait de lever les fonds pour la reconstruction du Mali. J'étais son invité d'honneur. On a passé des moments à discuter du Mali, la seule fois d'ailleurs, de très près. Et ça, il faut le reconnaître quand même pour ces gens qui le font, qui l'ont fait par le passé. Et je tenais à faire ce témoignage-là. Ensuite, pour parler de la situation du pays, du Mali et de ce qu'évoquait André tantôt, le Mali est dans un contexte international difficile et compliqué. Nous sommes confrontés à une crise depuis 2012. Et cette crise sécuritaire, multidimensionnelle, est arrivée dans un pays où on a eu du mal à appréhender la difficulté et à se mettre ensemble. Cette union sacrée était indispensable pour faire face à la crise. En son temps, mon cheval de bataille était quand même cette unité sacrée-là, l'union sacrée autour du Mali, quel que soit le président qui soit là. Si on a des contentieux politiques à régler avec lui, l'essentiel était en jeu, c'était l'intégrité territoriale. On n'a pas été entendu en son temps, mais aujourd'hui, il est de règle de constater que cette unité, aucune lutte n'est possible sans l'unité d'action ou de la majorité en tout cas qui s'exprime en faveur de l'intégrité territoriale. Je me rappelle que sous la transition dirigée par Dioncounda Traoré, le Mali avait sollicité la France pour l'accompagner, pour l'appuyer. Des résolutions ont été écrites ici. Une lettre est partie de Bamako pour demander un appui aérien. L'original de la lettre reste introuvable, même si des copies sortent en ce moment. On voit quand même que le Mali avait sollicité l'aide de la France pour que ces djihadistes soient stoppés. Serval est passé par là, ça a donné le bilan que ça a donné. Maintenant, la suite Barkhane est moins reluisant, encore Takuba, n'en parlons pas, c'est le divorce. Quelque part, la communauté internationale a sa part de responsabilité. La première responsabilité est la nôtre, de ne pas être unis, solidaires, de ne pas recouvrir notre intégrité territoriale, d'avoir laissé cette chance, cette occasion de revenir avec l'administration, avec l'État sur l'étendue du territoire. Et maintenant, cette communauté internationale aussi qui a volé au secours du Mali n'a pas joué pleinement en faveur de la lutte pour recouvrir l'intégrité territoriale. Elle a utilisé en partie, en tout cas, la situation de faiblesse de l'État malien pour pouvoir nourrir d'autres projets. Alors, je crois qu'elle a manqué de prévision et d'évaluation. Je ne sais pas si on a très bien écouté les sociologues qui se sont exprimés. André le disait, sa position est constante, il faut saluer cette constance-là. Mais en tout cas, il me semble que la France surtout, n'a pas assez bien intégré le paramètre que les Maliens ne partagent pas du tout. Ne partagent pas du tout la partition du pays. Le problème, il se situe là. S'ils n'ont pas compris, c'est là que ce peuple-là est capable de se battre jusqu'au dernier pour que le Mali soit entier, tel qu'on l'a hérité, pour le passer aux générations futures. Ils n'ont rien compris. Et quel que soit le président qui soit là, quelle que soit la situation qui soit là, je crois que ce représentant de l'État n'aura pas le choix parce que la population fondamentalement est plus que jamais engagée sur ce chemin-là. Alors, ce compromis-là, cette acceptation du sacrifice du Malien, ça peut ne pas être compris, mais c'est inscrit quelque part dans nos gènes. Parce que dans notre conscience et dans notre héritage, la formation sociologique du Malien même, on s'est dit qu'on a hérité d'une terre que nos parents nous ont transmis, il faut transmettre cet héritage aux autres. Et ce paramètre n'est pas à négliger. Autant, quelles que soient les inventions qu'on puisse trouver, les complexités, la situation qu'on puisse nous ramener,
nous avons quand même, le pays a inscrit son parcours dans une certaine dynamique. De 90 avec le vent de l'Est, la perestroïka, tout ce qui a suivi, ces révolutions qui ont bouillonné. La plupart des jeunes qui se battent aujourd'hui n'ont pas connu ces années-là. Ils étaient presque pas là, ils sont trentenaires aujourd'hui. Si ce combat-là perdure et continue dans cette situation, dans cette quête et cette éradication, avec ces pouvoirs qui se sont succédés, c'est on a touché à l'âme du peuple. Et ça, il ne faut pas jouer avec la vie. Mais le peuple s'est soulevé récemment? Bon, je ne qualifie pas de soulèvement en tant que tel ce qui s'est passé. Il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que quelque part, il y avait ces dirigeants politiques jouaient leur avenir un peu. Ils ne voulaient pas, ils s'inscrivaient, ils s'opposaient à ce qu'ils appellent un legs d'héritage du pouvoir, même si pour le président Ibeka il fallait donner le pouvoir à une nouvelle génération. Bon, les anciens qui l'accompagnaient n'entendaient pas de ce oreille-là, il fallait qu'eux aussi ils aient leur crépuscule comme les Ibeka et les autres ont eu leur crépuscule. Bon, ça a amené à des confrontations, à des incompréhensions. Tout de même que ce sont des jeunes qui ont ramassé ce pouvoir-là. Ces jeunes militaires qui sont arrivés aujourd'hui, ce sont eux qui sont allés cueillir ce pouvoir-là dans la rue. Et même s'il y a une continuité aujourd'hui dans cette position, elle ne se fait pas dans un compromis. Elle se fait dans une distension, dans une crise. Et c'est ce qu'on pouvait éviter. Bon, c'était cette volonté-là, parce que la jeunesse, elle est dynamique, elle est mobilisée, elle croit au changement. Hein. On a été jeunes. Quand on est dans cette fleur de l'âge-là, on croit que le centre du monde, c'est son nombril. On peut tout changer par la volonté, par la lettre. Il faudrait qu'elle soit accompagnée, consciente et dirigée vers le progrès. C'était l'ambition de ces jeunes-là. Mais aussi, elle a été instrumentalisée. Comme en 91, on disait que la révolution a été récupérée par les restaurateurs. Aujourd'hui, on verra bien dans les années qui suivent ce que ça va donner. Mais j'ose espérer qu'on va tirer les leçons de cela et qu'on va permettre à ce que le Mali reste indivisible, parce que c'est l'idéal, et qu'on transmette ce pays entier aux générations futures qui vont nous succéder. Parfait. Alors, maître, le colonel Assimi Goïta, l'homme de la situation. Bon, merci Kadi. Pour déjà répondre à la première question, qui est de savoir s'il a un bras de fer entre la communauté internationale et le Mali, je dirais que tout simplement, que la communauté internationale doit comprendre. Quand on dit communauté internationale aussi, pour beaucoup de Maliens, ça se résume un peu à la France. Voilà. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le peuple malien n'est plus prêt à accepter certaines choses. Il est hors de question que, en tout cas, nous continuons à tendre la joue. Je pense qu'on a assez encaissé depuis des années, des décennies, et notamment cette période d'intervention française. Le problème, c'est que ce qui se passe par rapport à la France, c'est que la France souffre d'un déficit de résultats. Quand vous venez dans un pays, dans les conditions dans lesquelles nous étions, rappelez-vous qu'aux premières heures de l'intervention Serval, la France a été applaudie. Le président français de l'époque, François Hollande, a été accueilli comme un roi à Bamako. Il a eu des homonymes, etc. Parce que la victoire était là, parce que cette avancée des terroristes vers Bamako a été stoppée. Donc le peuple était content. Mais maintenant, le reste des missions de Serval, Barkhane, etc., Takuba aujourd'hui, malheureusement, le reste de la mission n'a pas été accompli. Donc ceci étant, quand on voit la souffrance de l'armée, je rappelle quand même qu'avant ce coup d'État qu'on décrit aujourd'hui, il y a eu plusieurs centaines de civils et des militaires maliens et même étrangers qui ont perdu la vie. Personne ne comprend en Afrique, et même au Mali, personne ne comprend qu'une puissance militaire, la France, je pense, 4e puissance militaire d'après ce qu'on nous dit, puisse intervenir sur ce terrain-là et échouer de cette manière-là. Nous, on voulait recouvrer l'intégralité du territoire. La population voulait juste être en paix,
Et tout cela, ce résultat n'y est pas. Donc quand vous venez sur un territoire, pendant 8 ans, 9 ans, vous n'avez pas de résultat, mais attendez-vous à ce qu'à un moment donné, ces peuples-là, ces populations-là disent soient hostiles à vous. Parce que c'est pour ça aussi, souvent vous avez entendu des histoires de connivence entre la France et les terroristes, etc. Tout cela est nourri par le fait qu'il n'y a pas de résultat sur le terrain. Et à un moment donné, il fallait arrêter ça. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la transition en place, nous avons des militaires qui sont au pouvoir aussi, pouvoir partager avec des civils, ça il faut le rappeler. Et il a été décidé de prendre une nouvelle voie. La nouvelle voie que nous sommes en train de prendre, en tout cas en tant que Maliens, parce qu'en réalité, on ne peut pas dissocier les prises de position de la transition actuellement avec la volonté du peuple malien et on ne peut pas dissocier les deux. La preuve, on l'a rappelé, ce soutien massif auquel nous avons assisté. Donc cette nouvelle volonté, c'est tout simplement qu'on se fasse respecter. Ce que le peuple malien veut aujourd'hui, c'est le respect. La deuxième chose, c'est que si certains partenaires ne peuvent pas nous aider à régler notre problème, qu'ils ne nous empêchent pas, en tout cas, de chercher d'autres solutions. Alors, il s'avère que les 5 ans de prolongation que la transition propose, c'est là où il y a un peu Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à cette histoire-là. Parce qu'en réalité, il ne faut pas croire que certains sont pour la démocratie. S'ils étaient vraiment pour la démocratie, ça se saurait. Puisque le Tchad, on l'a rappelé, on vient de voir au Burkina, même en Guinée, ces pays ne subissent pas les mêmes sanctions que nous sommes en train de subir. Donc c'est un prétexte de s'abriter derrière, disons, une défense de la démocratie, etc. Et je rappelle qu'au début de cette transition, après le coup d'État, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand M. Bandaou était à la tête, ce n'était pas le même discours de la France. Puisqu'ils étaient félicités, on disait qu'ils ont fait beaucoup mieux que le régime précédent, etc. Ils étaient adoptés par la France. Et brusquement, pourquoi il y a un changement de ton? Parce que tout simplement, quand le colonel Goïta a pris ses responsabilités, et en prenant ses responsabilités, je pense qu'il a compris aussi ce que voulait le peuple malien. Et en allant dans ce sens-là, du coup, il ne fait pas l'affaire de la France ou de certains, en tout cas, qui pensent qu'ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils veulent au Mali. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, après toutes les victimes que nous avons subies, avec tout ce qu'on a subi, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent qu'il aurait dû changer de politique, qu'il aurait dû changer de dispositif dans le sens de faire une vraie lutte contre le terrorisme. Et nous, on n'a pas ce sentiment. Si nous n'avons pas ce sentiment et que M. Goïta ou les membres de la transition, disons le gouvernement, le Premier ministre, etc., montent au créneau pour dénoncer cette façon de gérer la crise au Mali, je pense que nous avons le droit effectivement de dire à un moment donné stop. Nous sommes à ce stade-là. Maintenant, pour avancer, il est clair qu'il faut prendre en compte la nouvelle donne au Mali. Il est clair. On ne peut pas penser qu'on peut diriger ou avoir les mêmes types de relations avec les Maliens d'aujourd'hui. Parce que les régimes précédents, comme le disait Tchambel tout à l'heure, ce n'est pas la même génération. Nous avons une nouvelle génération qui n'a pas connu la colonisation et nous ne sommes pas une génération qui peut avoir peur de qui que ce soit. Nous ne connaissons pas cette peur-là. Nous, ce que nous voulons, que les intérêts du Mali soient défendus et par tous les moyens. Parce que les États qui sont nos partenaires défendent aussi leurs intérêts. Vous pouvez imaginer que le président français brade les intérêts des Français, il ne le fera jamais. Et pourquoi on veut demander cela à nos dirigeants? Ça a été fait dans le passé et c'est fini. La nouvelle époque est là. C'est à nos partenaires, notamment à la France, de s'adapter à cette nouvelle donne. S'ils ne le font pas, dommage, parce que la marche du peuple vers ce changement, personne n'y mettra fin. Oui, c'est ça. Donc là, actuellement, si je comprends bien, nous sommes en train de consommer le divorce entre le Mali et la France? Ça dépend. En réalité, il n'y a pas de divorce. À mon avis, il n'y a pas de divorce.
pour moi, l'initiative viendra de la France. Parce qu'il faut reconnaître, aujourd'hui, il y a une escalade verbale, mais ce n'est pas le fait des Maliens. C'est les dirigeants, en tout cas français, qui sont en charge du dossier malien, qui ont dit tout devant la presse, devant l'Assemblée nationale, etc. Ils n'ont pas pris de gants pour, disons, qualifier la transition malienne de tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais aujourd'hui, cette escalade, si nous avons voulu, du moment que nous avons voulu répondre, on ne peut pas nous reprocher et parler des divorces. Quand les dirigeants français nous traitaient de tout, qui a parlé de divorce? Maintenant qu'on répond, on dit oui, voilà, il a un divorce, etc. Non, ce n'est pas une question de divorce. C'est une question, comme je l'ai dit, de se faire respecter. Nous ne cherchons de problème avec personne. Nous voulons vivre en paix et nous voulons les mêmes droits que les autres peuples du monde. C'est tout. Donc ceux qui comprennent ça, nous allons travailler ensemble. Ceux qui n'ont pas compris, c'est à eux de prendre l'initiative. S'ils veulent divorcer, ce sera de leur fait, mais ce n'est pas nous, Maliens, qui dirons que nous avons divorcé avec la France. Nous demandons à la France de nous respecter tout simplement. On a des pays voisins qui dupliquent un peu le modèle du Mali. Donc, est-ce que le Mali devient, on va dire, un fédérateur, un ambassadeur de la libération? Vous savez, le principe au Mali, c'est la non-ingérence. Nous ne sommes pas là pour exporter ce que nous faisons. Ingérence de la part de qui? Non, qu'importe. Vous savez, le principe en relation internationale, c'est ça. Hein, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Oui. Nous respectons ce principe-là. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour nous immiscer dans ce qui se passe dans nos pays voisins. Ce que nous savons, c'est que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus disposés à subir. Nous n'allons pas courber les chines, ça c'est clair. Si ça a été fait, c'est fini. Maintenant, si d'autres peuples s'identifient à la même problématique que nous, dans ce cas, c'est à ces peuples-là de prendre leurs responsabilités. Nous ne disons à personne, faites ceci, cela. Nous faisons ce qui est bon pour nous. Maintenant, c'est aux autres de voir si c'est la même chose pour eux, etc. Mais s'il a cette contingent au niveau sous-régional, il ne faut pas oublier aussi que le Mali était un pays fédérateur, c'est un pays central en Afrique de l'Ouest. La plupart des États qui nous entourent ont des populations qui sont d'origine malienne, qui se sont retrouvées de l'autre côté de la frontière. Donc ces populations-là, forcément, quand vous vous attaquez au Mali, parce que les sanctions, comme l'a été dit par André tout à l'heure, visent les populations en réalité. Donc quand vous touchez aux populations, il y a une solidarité entre peuples qui se met en place, c'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe en tout cas dans l'élan de nos voisins au niveau des populations et toutes ces marches de soutien envers le Mali. Parfait. Merci maître. Alors notre cher opérateur économique, on parle de crise, donc il y a aussi la vision du Malicois. Alors, comment atteindre l'horizon sortie de crise par le volet économique? Bon, merci par le volet économique. Avant cela, je dirais d'abord je reviendrai sur ce que mes grands frères ont déjà dit. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Je ne suis pas politicien, donc je réserve mes mots. Je m'en excuserai donc si je fais des fautes dramatiques ou etc. Donc je suis autodidacte, déjà pour souligner. Donc voilà. Voilà. Et je pense que construire un pays, oui, c'est le rôle des politiciens. C'est le rôle des politiciens, mais il n'y a pas que les politiciens qui construisent un pays. Donc quand on dit on construit un pays, il y a des opérateurs économiques, des entrepreneurs. Oui, on a un rôle à jouer, mais ce rôle à jouer aujourd'hui, tout est lié. Pourquoi? Par l'instabilité du pays, aujourd'hui, par l'instabilité du pays. Quand on prend l'Afrique aujourd'hui, pour ne pas juste citer que le Mali, je suis africain déjà avant d'être malien, donc aujourd'hui, quand vous prenez cette population-là, donc on est à peu près entre 18 et 35 ans, on a la plus jeune jeunesse du monde aujourd'hui, en Afrique, et qui est conscient aujourd'hui. Le grand frère, il vient de citer, on n'en a pas connu la colonisation. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et la technologie que nous avons aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas, ce qui est Internet aujourd'hui. Il faut que l'Occident puisse comprendre aujourd'hui
ce qui se passe aux États-Unis, tout de suite, en live, un gars qui est assis à Tombouctou ou à Caï ou à Kidira, n'importe où, le suit en direct. Donc, ce qui veut dire que ce peuple-là n'est plus gouverné comme les années 80 ou comme les années 90. Ok. Nous, en tant qu'opérateur économique, donc on est là, on est en France, on travaille, oui, d'accord, ok. On est venu pour apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, en Occident, on est en train d'innover. Alors que chez nous, on a tout. Il n'y a rien là-bas. Il faut tout faire. Alors, il faut tout faire. Et là, on a de la main-d'œuvre qui est là-bas aujourd'hui. Moi, je ne parle pas en tant que politicien, je parle en tant qu'opérateur économique. Donc après, je laisse le débat politique à mes confrères. Donc on a tout à faire là-bas. La main-d'œuvre, elle est là aujourd'hui. Je pense que cette jeunesse africaine a besoin de la formation. Parce que tout doit passer par la formation. Et cette jeunesse-là, pour le former déjà, je pense que l'État, c'est pas que l'État a failli quelque chose, oui, certes, ça c'est sûr et certain. Donc, ouais. Mais nous, comment amener la formation, ce que nous, on a acquis aujourd'hui pour amener à nos frères, et si la sécurité n'est pas là. Quand on dit politique, je pense qu'un intellectuel, moi ce que j'appelle un intellectuel aujourd'hui, c'est la personne qui peut mettre son intelligence au profit de sa population. Là j'appelle un intellectuel. On peut me corriger. Donc, et ça, ils ne sont pas acquis chez nous. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a envie d'aller travailler en Afrique. On a envie d'amener la technologie en Afrique. On a envie d'aller transmettre. Donc voilà, la formation que nous, on a acquis ici, comme je viens de dire tout à l'heure, je vais me répéter, pour dire que je n'ai jamais été à l'école. Ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être opérateur économique, donc d'être entrepreneur. Donc forcément, alors je ne suis pas plus intelligent que ceux qui sont là-bas, qui ont été à l'école ou qui n'ont jamais été à l'école. Parce que la preuve en arrière. Donc là, pour dire qu'aujourd'hui, je pense que la jeunesse africaine aussi consciente qui sont là, il faut qu'ils puissent comprendre pour dire que oui, la politique peut faire quelque chose, mais il faut que nous-mêmes aussi, on se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour notre pays, même si ce n'est pas là, hors la politique. Moi, je suis en train de travailler aujourd'hui, je fais bosser des gens, donc honnêtement, et j'ai l'ambition d'y aller au Mali, aller former la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que cette jeunesse-là aussi est prête à mettre là? On ne peut pas balancer tout sur le politicien. Donc moi, juste ma présence ici, c'est de lancer cet appel-là à cette jeunesse qui est là aujourd'hui. Il ne suffit pas de s'asseoir devant un petit écran, donc dire ce que tu as envie de dire. Mais tu as ton rôle à jouer dans la construction des pays. Alors qu'est-ce que toi tu es capable de faire pour le pays? Exactement. Oui, c'est vrai. Effectivement, quand vous dites les populations, il faut qu'elles soient prêtes, mais dans tous les mécanismes qu'on va mettre en place, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique. On est d'accord? Oui. Parce que tout ce que vous pouvez vouloir mettre en place, si derrière il n'y a pas une volonté politique et un accompagnement de la part des politiques, c'est difficile. Oui, mais il ne faudra pas mettre le charrier avant le béo dans l'année. La volonté politique, il est là aujourd'hui, oui, certes. La volonté politique, elle y est aujourd'hui? Non, entre guillemets, si je dis qu'elle est là, elle est presque là, parce qu'on a pris le chemin. Aujourd'hui, on a pris le chemin. Parce que là, aujourd'hui, avec la transition, s'il ne change pas, s'il ne quitte pas sur le rail, je pense qu'on est sur la bonne dynamique. C'est ça. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est préparer cette jeunesse-là à la formation. Mais sur quoi? Quand vous prenez la population malienne aujourd'hui, je peux me tromper, donc il y a un douanier qui m'a corrigé un jour. Moi, je dis, quand vous prenez la population malienne aujourd'hui, il y a 3 catégories de chômeurs. Ces 3 catégories-là, ils sont identifiés. C'est-à-dire, la personne qui a été à l'école, qui est au chômage, la personne qui a été à l'école, qui n'en a pas fini, qui s'est arrêtée, même si c'est 1 an ou 2 ans qui a fait l'école, qui s'est arrêtée, et la personne qui n'a jamais été à l'école. Alors, admettons que ces 3 individus-là, ou ces 3 catégories-là, qu'on les a identifiés. Alors, est-ce qu'on pourrait le mettre dans la même valise? Non. Alors, et là, aujourd'hui, comment les préparer? Moi, je viens de donner, donc je viens de juste de faire un constat. Ce constat-là, donc là, ces personnes-là, on va les former sur quels critères? Sur quelle base? Comment? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Parce que si on ne prépare pas ça, tout ce qu'on va démarrer, même après la transition de la politique, on est voué à l'échec.
Donc voilà, je ne vais pas monopoliser le débat, je pense qu'il est encore. Ah non, c'est très bien, donc c'est une préparation, il faut préparer les populations, il faut préparer la jeunesse. Là, il y a une communauté. Et il faut un accompagnement des politiques, et finalement ça fait beaucoup. Hein. Pour ne pas vous couper, le problème du Mali aujourd'hui, donc là, il faut que les gens puissent comprendre aujourd'hui, on en veut beaucoup aussi à la population. C'est pas que la population, c'est le gouvernement qui se sont succédés qui a fait une grave erreur. Cette grave erreur, c'est quoi? Le Mali est un pays analphabète, on est à 80% analphabète. Donc voilà. Et cette communication-là aujourd'hui, et tout ce que l'État fait, le parle dans une dialecte que la population ne comprend pas. Ça c'est un. Donc voilà. Et cette population est exclue de tout ce que les dirigeants y font. Donc voilà. À tort ou à raison, c'est ce qu'ils font. Exclu par qui? Exclu par qui? Hein? Exclu par qui? Par les politiciens. Par les politiciens encore. Donc du coup, cette population-là qui est là, qui n'est pas exclue, qui ne savent même pas quels sont leurs droits. Alors, comment le faire comprendre pour dire que vraiment tu as droit à ça, ou tu n'as pas droit, ou tu as droit à l'eau potable? Donc là, ce sont des gens qui ont même peur de demander, de revendiquer leurs droits institutionnels, parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'on les a cachés. Parce que pour le parler, il faut les parler à une langue qu'ils puissent comprendre. Et si ce n'est pas aujourd'hui, avec la transition, que vraiment les réseaux sociaux, donc voilà, tout ce qui se passe, il y a certaines jeunesses aujourd'hui qui reprend les messages. Et je remercie également le président Assimi Goïta, qui fait parfois des discours en bambara, et le Premier ministre également, que la population a commencé à comprendre ce qu'il y a dans le pays. Donc voilà, mais si on n'essaie pas de leur parler une langue aussi locale, vraiment dans les médias, donc voilà, parce que la télé malienne était réservée à une partie minorité du Malien, vraiment, parce que la communication qui passait, vraiment, c'était pour eux, pas pour la population. Donc je pense que là, je vais m'arrêter là. Donc, en parlant de communication, peut-être que... Là, la communication, Michel, mon grand frère Chapelle peut compléter. C'est ça. La communication vers les populations maliennes, comment situer cela Oui, bon. Quel est le résultat escompté finalement? Bon, c'est des dynamiques et puis c'est des choix des politiques. Je crois que la langue nationale, la langue de travail choisie, la langue officielle du Mali, c'est le français, jusqu'à preuve du contraire. Depuis notre accession à l'indépendance, c'est vrai que ceux qui sont allés à l'école ou ceux qui sont formés constituent une minorité active, mais quand même active. Ce sont ceux-là qui tiennent l'État, qui dirigent. À mon avis, c'est des choix. Des choix qui ont été faits. Il faut mesurer le chemin parcouru et voir comment réévaluer ça. En même temps, je parle sous le contrôle d'un sociologue qui a parcouru le pays. Nous avions plusieurs langues nationales. Quelle langue privilégiée sur notre langue? La langue étant l'identité de cette population du terroir-là. Ce choix aussi serait difficile. Il y a une direction nationale de l'alphabétisation, l'ancienne de NAFLA, qui a connu plusieurs mutations, qui se chargeait depuis l'accession à l'indépendance à enseigner, à écrire nos langues. Bon, la langue est l'identité du peuple. C'est un choix politique, d'accord. Mais en tout cas, je crois que même le fait de ne pas officialiser une langue africaine ne fait pas en soi que les populations africaines se coupent de leur langue. Parce que le soninké qui vient en région parisienne ou en Australie ou ailleurs, il reste attaché à sa culture, à ses valeurs et à cette recherche d'identité qui est venue avec la fin de la guerre froide et le retour identitaire où au Mali on a assisté à un moment où les populations se reconnaissent. Aujourd'hui on est en train de célébrer au Bobagna un festival Dogon. Ça a commencé avec les Peuls dans Tapetal pour la cour, ça continue avec les Soninké au niveau de FISO, le Festival international Soninké. C'est une manifestation culturelle de l'attachement de ces populations à leur langue, à leurs valeurs. C'est une façon de réincarner ces populations-là, de se réhabituer, de ne pas perdre ces valeurs-là, de ne pas les laisser aller. Bon, l'État peut accompagner, et même au niveau inter-étatique, accompagner, impulser cela, aider d'abord par l'écriture, par la formation et par la recherche, ouvrir des musées, aller même au-delà pour les aider et accompagner ces populations-là. Maintenant, dans la diversité, c'est une richesse, si c'est pris sous ce angle-là, mais aussi une volonté politique de savoir que dans cette diversité-là, c'est une richesse quelque part,
Mais attention, elle est instrumentalisée ailleurs aussi pour se départir. Les Touaregs utilisent la même chose pour se rattacher en Algérie ou aller ailleurs. Mais André Bonjour est interpellé là-dessus sur cette question-là. Je ne sais pas s'il y a un fond identitaire dans la rébellion Touareg. Il me semble quand même que ces populations blanches sous-estiment, ne veulent pas être contrôlées par une majorité de Noirs. C'est le seul État où ils disent que entre guillemets, c'est raciste, mais où des arabo-berbères sont contrôlés par des Noirs en politique. Peut-être qu'ils pensent au cas du Nigeria où trouver une symbiose ou un président noir et un président du Sud et un vice-président du Nord, et vice-versa. Bon, je crois qu'en la matière, au Mali, les Touaregs ont été associés au plus haut sommet de l'État. Et malgré cette association à la gestion des affaires de la cité, et souvent à coût de milliards depuis notre accession à l'indépendance, on n'a pas eu la paix. La raison est que la paix ne peut pas s'acheter à coût de milliards. On convainc le partenaire à vivre ensemble, à s'accepter mutuellement et à occuper cet espace-là. Je n'ai pas connu d'État Touareg en tant que tel. Aujourd'hui, si on veut nous imposer une fédération Touareg, vous avez dit que cela soit conforme tout simplement à nos réalités, surtout aux vœux des populations. Parce que les majoritaires dans cette zone-là, c'est les Bellas. J'ai connu un ami nigérien, père son âme, qui est Ibrahim Barbari, qui est venu pour tourner un film sur ces populations-là. Le peuple Touareg, dans son récit et dans les écrits qu'il a véhiculés en son temps, j'ai trouvé des élans plus esclavagistes que je n'ai jamais connus de part les autres contrées du Mali ou de cette... Donc, j'ai trouvé une population assez esclavagiste et même esclavagigée. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse les présenter. C'est vrai que ça peut émouvoir une certaine catégorie, c'est une recherche. Je ne mets pas tous les Touaregs dans ces bateaux-là, parce qu'il y en a qui sont républicains, qui le restent, mais ceux qui se fondent sur leur attachement à cette population, à cette partie, pour vouloir revendiquer une nation et la partition du pays, c'est ceux avec qui j'ai quelque chose à dire et je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord avec eux parce que moi je trouve que nous avions un destin commun, un destin lié, et on a intérêt à préserver ce destin ensemble et à laisser aller dans des chimères de division, de déperdition. Malgré leur présence pourtant dans le gouvernement, cette volonté continue, l'État malien est en train de perdre une partie de son territoire, malgré l'intégration de ces gens dans le gouvernement. Les amis que nous avons rencontrés sur le plateau de France 24, TV5 et ailleurs, se disaient à nous autres que dans 6 ans, 2 ans, je serai le ministre. Toi, tu ne seras rien. Et pourtant, l'histoire les donne raison. Je ne suis peut-être rien, ce n'est pas ma vocation d'aller siéger dans un département ministériel, je ne serais pas souhaité. Mais eux, ils sont en tout cas à Bamako. Pourtant, Moussa Akhtaher a changé de langage. Moussa Acharatoumane a changé de langage. Ils rêvent aujourd'hui et parlent du Mali, mais ils pensent tout ce qu'ils ont dit sur ces plateaux ici, l'indépendance de l'Azawad, la construction de cet État de l'Azawad. Donc, ce sont des ennemis de la nation à l'intérieur du système en train de le détruire. Et ça, il suffit de le dire pour se traiter de tous les mots et de tous les noms, mais je l'assume. Et je crois qu'il faut qu'on ouvre assez nos yeux. Si on n'a pas pu se départir de ce tyro du Touareg qui travaille à détruire la nation, ce n'est pas en faisant face au monde entier, en combattant le monde ensemble qu'on va régler notre cause. C'est d'être stratégique, ne serait-ce qu'avoir des alliés pour un moment du combat et continuer le chemin, parce que les générations se succéderont sur cette territoire, sur cette partie du Mali, et personne ne sera d'accord de cette partition. Je crois que nous faisons que le combat de notre temps et nous passons le relais à d'autres personnes tout en souhaitant que cette partition ne soit pas de nous vivants. Oui, concernant les langues, comme ça a été évoqué tout à l'heure, moi je pense que, en tout cas historiquement, je ne connais aucun État qui se développe avec une langue étrangère. Je n'en connais pas. Quand vous prenez l'Europe, tous les États quasiment européens ont leur propre langue. Ça n'a pas empêché qu'ils se développent. Donc le fait de maîtriser nos langues, de les réduire au stade de dialecte, ça a été une grosse erreur. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure M. Tunkara, il y a un problème de communication, parce que quand les dirigeants viennent parler en français, 80% de la population
ne comprend pas du tout qu'est-ce qui a été dit. Et là, ça pose vraiment un problème. C'est pour ça, d'ailleurs, depuis très longtemps, moi, en tout cas, je me suis lancé dans ce combat-là. Moi, je pense que la langue française, peut-être on ne va pas l'abandonner, de toute façon c'est une langue officielle, mais à côté de la langue française, il faut d'autres langues officielles. C'est vrai que nous avons plusieurs langues, mais il faut savoir qu'une langue s'impose. N'oubliez pas que le français qui est parlé en France aujourd'hui a pris du temps aussi pour s'imposer. Ce n'est pas que le français qu'on parlait en France. Oui. Les Bretons, beaucoup avaient leur propre langue, et même les Corses ont leur langue aujourd'hui. On ne va pas dire comme il a plusieurs langues, on ne sait pas quelle langue prendre. Non, on a une langue qui est le bambara, qu'on appelle le mandingue, etc., qui est quasi sous-régional. Je comprends, non, mais je prends un exemple, parce que c'est la seule langue que même les Soninké parlent. En fait, toutes les ethnies du Mali, comprennent plus ou moins le bambara. Donc c'est une langue qui s'est imposée par elle-même. Je pense que dans un premier temps, on peut par exemple supposer que cette langue devienne aussi une langue officielle à côté du français, ainsi de suite. S'il a d'autres langues plus tard, une deuxième langue ou une troisième langue qui s'impose, on verra. Mais pour l'instant, la langue qui s'impose, qui peut fédérer, c'est la langue bambara. Et en plus, l'avantage de cette langue, c'est que c'est une langue qui est parlée sous d'autres formes dans toute la sous-région, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. On en parle partout. On en parle partout. Donc du coup, à mon avis, c'est pour ça d'ailleurs le parti que nous avons lancé, nous l'avons dénommé Alliance Mali-Dambé. Le Dambé pour insister sur ça, parce que nous pensons qu'il nous faut revenir sur cet héritage culturel qui est le Dambé, parce que nous, toutes nos valeurs traditionnelles et ancestrales sont renfermées dans cette notion-là. Et je pense qu'en développant en tout cas cette notion du Dambé, ça peut résoudre beaucoup de choses. Et puis, si les partenaires aujourd'hui avec qui nous avons un peu de difficulté à se comprendre, si ils avaient appris ce que c'est le Dambé au Mali, je pense qu'ils ne seraient pas surpris aujourd'hui qu'il y ait une génération qui puisse dire non à certaines choses. Parce que nos ancêtres, effectivement, je ne reviens pas sur l'époque coloniale que je n'ai pas connue, mais on sait très bien que la pénétration coloniale a été difficile sur le territoire malien, qui s'appelait le Soudan à l'époque, le Soudan français. Ça a été difficile parce qu'on est venu trouver des États organisés, des rois, même s'ils n'étaient pas unis, ils avaient quand même une armée, ils se sont défendus pendant plusieurs années. Donc nous avons un héritage culturel et on ne peut pas aujourd'hui oublier nos langues, c'est pas possible. Parce que si nous oublions nos langues, je le dis de façon générale, nous commettons une erreur. L'une de nos difficultés aujourd'hui, c'est justement la langue. Et moi, je pense comme la monnaie, on ne peut pas développer un pays sans sa langue. Donc, la langue, c'est quand même un domaine sensible pour nous. Et je pense que le Mali, sérieusement, doit réfléchir là-dessus. Nous l'avons fait dans le passé avec la DINAFLA, dont parlait Tchambel, qui a fait beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, ces efforts ont été stoppés, on ne sait pas pourquoi. Et malheureusement, nous ne sommes pas allés plus loin que ça. Et alors que, effectivement, il nous faut prendre conscience qu'on ne peut pas se développer avec une langue étrangère. On n'exclut pas le français, mais faisons en sorte que nos langues nationales, que certaines de ces langues, sinon la langue la plus dominante, puissent aussi avoir sa place comme langue officielle. La langue, André, vous parlez quelle langue quand vous êtes dans le Sahel? Moi, je parle uniquement le morvandio. C'est pour ça que personne ne me comprend. D'accord. Quand je suis à l'ONU et que je parle morvandio, les gens disent mais d'où il vient? D'accord. Donc le problème que vous soulevez est un problème de fond. Lorsque vous dites que le bambara fédère, posez la question à un Peul, posez la question à un Arabe, posez la question à un Tamashek, posez la question, il ne va pas vous dire que le bambara fédère. Donc c'est la langue dominante.
au nom de quelle valeur scientifique et linguistique vous pouvez dire que le Bambara va fédérer? C'est tout le problème effectivement d'une langue qui serait vernaculaire et véhiculaire. Citez-moi en Afrique, et plus particulièrement au Mali, une langue qui serait simultanément comprise par tout le monde, donc véhiculaire et vernaculaire. Je vous écoute. Oui, Les conflits, pour moi, c'est le Bambara. Hein. Ah ben c'est pas mal, Même parce si, que, attendez, même si, il faut non, savoir que... Attendez, si vous permettez, je continue, vous l'affirmez. Oui. Bon, si vous l'affirmez, moi j'ai besoin aussi d'une affirmation concrète, scientifique. Posez la question à un peu. Le Bambara. Il a le Soninké posé lui la question. Il parle Soninké, mais il parle Bambara, lui. Et comme M. Tungara, il parle tous Bambara. Peut-être vous êtes, c'est ça un des problèmes qu'il y a eu avec. Et ça, c'est un Dogo qui dit ça. Pourtant, je parle Bambara. C'est là où il y a la Non, mais moi je vous donne des quantités de gens qui sont au nord, des pasteurs nomades, et qui disent nous, on ne parle que peu, on ne veut pas entendre parler du Bambara. C'est une réalité, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc le problème de fond que vous posez et que vous résolvez d'une manière très rapide, je dis attention à ce genre de ça, parce que vous institutionnalisez les rapports d'inégalité. C'est ça le problème. Attendez, je termine le raisonnement. On voit bien que sur le plan identitaire et sur le plan linguistique, dans tout ce qui relève de la culture, si vous voulez, y compris l'anthropologie des culturalistes, elle est nécessairement instrumentalisée politiquement. On a vu ce qui s'est passé au Nord, notamment chez les Tamachecs. Les Tamachecs ont exactement ce que vous décrivez. La langue dominante, c'est notre langue et on va la poser à tout le monde. Je fais maintenant le saut sur le contenu de l'accord pour la paix, parce que l'enjeu est fondamental là-dessus. C'est la mise en place de régions-États. Les gouvernements successifs, y compris celui-ci, c'est bien brigade de ne pas définir géographiquement, par des régions, administrativement, il n'y a toujours aucune carte qui définit ça. S'ils vont dans ce sens-là, on va retomber sur le problème de l'ethnicité. L'ethnicité, pour moi, n'est pas un critère de progrès, loin s'en faut, parce il institutionnalise des rapports d'inégalité. Vous voyez le problème que vous soulevez, qui est important. Donc, dans les circonstances actuelles, quelle est la langue qui fédère? Ce n'est pas un point de vue, c'est simplement un constat. La langue qui fédère, c'est la langue du colo. C'est l'histoire qui parle, c'est pas moi qui parle. Et ce qui permet, effectivement, de faire en sorte que, avec cette langue-là, vous êtes des États actuels sont reconnus dans toutes les instances internationales, premièrement. Deuxièmement, se pose le problème de la transcription. Qu'est-ce que vous allez prendre comme caractère pour transcrire le Bambara, pour transcrire le Songhai, pour transcrire le Peul, pour transcrire la Tamashek, etc. Il y a des quantités de travaux qui sont faits comme ça. Mais ça va être quelque chose qui va être très réduit. Quel pourra être l'impact international d'un État, cette fois-ci d'un État-nation? L'État-nation, il a pour fonction de fédérer tout le monde. Alors que si on applique le contenu de l'accord de paix, il va nécessairement diviser. Donc il va institutionnaliser les rapports de conflit. C'est la raison pour laquelle je considère votre point de vue, il est tout à fait respectable. Hein. Donc, mais il flatte l'identité. C'est des propos qui flattent l'identité. Et l'identité, on voit bien les discours qu'il y a utilisés ici sur l'identité. Tout le discours identitaire, c'est le discours de l'extrême droite. Ah oui, c'est quand même inquiétant. Et c'est d'une manière, effectivement, que le politique récupère sur ses propres finalités. En conséquence de quoi, je dis qu'il faut trouver des choses sans flatter l'identité. Parce que c'est très très facile de flatter l'identité, c'est de la manipulation classique. C'est ce que ça donne partout. L'histoire, elle parle. Hein. Elle a parlé en Allemagne, elle parle tout le temps. Donc je dis, attention, soyons très prudents. Ne confondons pas la nécessité d'affirmation d'une culture en précisant que toute culture est instrumentalisée politiquement. Donc il est normal que dans un État, je ne sais pas ce que vous êtes, mais pour moi ça n'a pas d'importance, que vous revendiquiez l'affirmation de votre spécificité culturelle, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Ça, ce sont des mots. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire dans le cas du Niger, dans le cas du Mali? Dans le cas du Niger, c'est quoi la langue dominante? C'est le Haoussa. Allez dire à un Peul, allez dire à un Arabe, allez dire à un Touareg, on va prendre le Haoussa, il va vous dire niet. Nous, c'est pas notre culture, c'est pas notre identité. Donc vous voyez, quand vous avez recours à la notion de fédérer, j'ai dit attention, c'est pas une langue dominante qui fédère. La langue dominante, même si elle fédère, elle crée les conditions de l'antagonisme.
C'est pas unilatéral. Je dis, c'est pas du tout unilinéaire. C'est pour ça que c'est grave. Et que face à cette complexité-là, moi, j'ai pas de solution particulière. Mais je dis, et dans ces circonstances-là, la seule langue qui serait susceptible aussi d'avoir une audience internationale, malheureusement, c'est une langue étrangère. Je dis bien malheureusement sur le plan international. J'imagine difficilement qu'à l'ONU, on va faire on va donner la parole à un Indien qui va parler son goy, etc. Vous voyez. Moi, je pense que ce que nous venons d'entendre, c'est parfaitement ce même discours qui nous empêche d'avoir notre langue. Parce que, c'est pas un discours, non, en fait, c'est une analyse pour moi qui ne doit pas nous freiner. Parce que tout simplement. Ce que je tiens, si vous permettez, ça ne freine à rien. Je comprends très bien. Moi, je comprends. Mais si ça doit nous dire à nous tous, vu que vous êtes Touareg, vous êtes Dogon, etc., si on prend par exemple le Bambara, c'est pour l'inégalité. Pourtant, le Dogon, le Peul ou d'autres ethnies parlent le français, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi ça poserait un problème qu'on parle Bambara? Ceci étant, je rappelle tout simplement que la notion de présence internationale dans la langue ne pose aucun problème. Pourquoi? Vous prenez les pays de l'Asie qui ont été colonisés aussi. Aujourd'hui, ils ont fini, tous ces pays, à avoir leur propre langue. Prenons le cas du Vietnam. La langue vietnamienne écrite, transcrite, est tout à fait récent. C'est tout à fait récent. Donc, ceci étant, on a vu... D'ailleurs, je me souviens d'un élément historique. L'Inde, ils ont mis, voilà, 100, ils ont des pays africains. Officiels. Voilà, ils sont officiels. Bien sûr, bien sûr. En fait, la langue, André, on ne peut pas aujourd'hui renoncer à ce combat-là, soi-disant que le français fédère. Le français peut fédérer. Moi, dans mon intervention, je n'ai pas dit de renoncer à la langue française. J'ai dit on peut la maintenir comme langue officielle et faire monter progressivement des langues dominantes. Et pour l'instant, la langue en avance sur les autres, c'est la langue Bambara. Mais par la suite, d'autres langues peuvent rejoindre ça, comme il a dit, en Inde ou d'autres pays, la plus est langue officielle. Ça n'empêche pas le pays d'avancer. Mais on ne peut pas renoncer à ce combat-là, et rester avec la langue française, et on est désavantagé par rapport à beaucoup de choses. Le discours international, on trouvera des traducteurs pour interpréter, on a des interprètes à l'ONU dans toutes les langues. D'ailleurs, moi je suis avocat, je vois dans les tribunaux français, pourtant il y a des interprètes dans toutes les langues. Voilà, ça n'empêche pas que celui qui doit intervenir soit compris par tous. Donc on ne peut pas venir faire tout le temps un discours en français. Si je fais un discours en Bambara à l'ONU, mais ça sera traduit comme le russe est traduit, comme le français est traduit à ceux qui parlent anglais, etc. Et je ne peux pas avoir ce complexe-là. Je défendrai ma langue. De toute façon, moi je le dis de façon dans l'intérêt général du Mali. Comme l'a rappelé Tchambel, moi je ne suis pas Bambara. Mais ça ne m'empêche pas de défendre une langue qui s'impose. La langue s'impose, c'est tout simplement. Je ne suis pas venu dire qu'il faut que le Dogon soit la langue officielle, ou le Tamashek, etc. Mais je dis le Bambara parce que vous savez, il a une remarque. Pour quelle raison je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on va dire vers 2009, 2010, 2012, 2013, etc., j'ai compris qu'il faut absolument une autre langue à côté du français, notamment le Bambara. Parce que vous tous, ceux qui partent au Mali, quand vous allez dans les administrations maliennes, vous croyez quelle est la langue que tout le monde ne parle que Bambara. Dans les administrations maliennes en général, c'est sur le document, le papier qui sort où il a le français. Mais le reste de la communication, tout se fait en Bambara. Donc déjà, l'administration est colonisée par cette langue-là, entre guillemets. Donc à partir de là, moi je pense qu'il ne faut pas minimiser la montée de cette langue-là. Et c'est la langue qu'aujourd'hui, quand vous passez à la télé, vous dites un discours en Bambara, vous êtes sûr d'être compris par 80% de la population que quand vous parlez en français. Pourtant vous dites que c'est le français qui fédère. Mais pourtant 80% de la population ne comprendra pas le discours en français, mais les gens comprendront le discours en Bambara. Donc il faut absolument en tout cas y réfléchir.
Moi, je ne dis pas qu'on n'aura pas forcément les questions qui sont soulevées par André, à savoir que d'autres ethnies, les Soninké ou les Touaregs diront effectivement pourquoi pas nous. Ça va être posé. Mais encore une fois, moi je dis une langue s'impose par elle-même. Ce n'est pas un décret présidentiel qui va imposer le Bambara. Le Bambara s'impose puisque c'est la langue, surtout la langue du commerce. On sait très bien que la plupart des langues qui se sont imposées dans un pays donné, ces langues ont émergé grâce au commerce. Et la langue du commerce aujourd'hui, c'est le Bambara. Donc ça fait que c'est une langue dominante parmi les autres langues et on ne peut pas freiner cet élan-là parce qu'on a peur que le Soninké dise pourquoi pas le Soninké. Si le Soninké s'impose plus tard à la place du Bambara ou égale le Bambara, pourquoi pas? Le Soninké maintenant. Mais ceci étant, encore une fois, encore une fois, il a une chose qu'on n'a pas dit. Si vous vous souvenez, à la télévision malienne, dans le passé, je ne sais pas si on fait encore pareil, on ne fait pas comme dans le passé, mais avant, les journaux télévisés étaient tous repris dans toutes les langues. Oui, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Toute la manif Voilà. et les émissions dans toutes les langues. Dans toutes les langues, c'est ce qui se faisait. C'est pas une langue mais par rapport, non, parce que on a beau faire dans toutes les langues, tout le monde a sa part, ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination, comme vous semblez évoquer, il n'y a pas de discrimination. Cette manière de faire peut continuer, mais je parle d'une langue officielle. À côté de la langue française, nous ne pouvons pas continuer à faire tout en français. Que ce soit clair, que ce soit maintenant ou plus tard, il y aura une langue qui va accompagner le français. Mais Non, si je comprends bien, si vous permettez, vous déformez complètement mes propos. Ah, ok. L'objet de la discussion, c'était est-ce que le Bambara fédère? Je n'ai jamais contesté que c'était une langue dominante. Je dis, est-ce que cette langue-là, que vous revendiquez à juste titre-là, pourquoi prendre le Bambara plus que le Songhai? Vous voyez très bien les antagonismes qu'il peut y avoir entre les Bambara et les Songhai, entre les empires, le royaume de Bambara et puis l'empire Songhai. Donc vous retombez sur les problèmes de nature politique en disant qu'une langue fédère. Si vous dites fédérer, c'est nécessairement, dans la sémantique des termes, c'est discriminatoire. Le Peul peut très bien revendiquer, comme ça se passe, dit non, on va prendre le Peul, parce que nous, Peul, on considère que tout le monde doit parler des Peuls. Pourtant, le breton ne se plaint pas qu'on parle français, pourtant il a sa langue breton. Je ne vais pas dire qu'il est discriminé. Si vous permettez, je continue, c'était la notion de fédérer qui me paraît contestable. Parce que vous privilégiez une langue au détriment d'autres et vous affirmez, c'est une affirmation. Que non, vous faites là. en fait, je pense que vous parlez tous les deux dans la même chose. Non, pas. Il n'a pas affirmé. Bah, écoutez, monsieur, si je peux terminer, je termine mon raisonnement. L'objet de la discussion, c'était sur la notion de fédérer. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas développer les langues vernaculaires. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui. Je dis ce qui est contestable, c'est le fait que vous considérez que le Bambara, qui est parlé d'une manière dominante, ce qui est vrai, qui est susceptible de fédérer. Vous parlez des citadins. Moi qui ai une grande expérience quand même de la ruralité saharienne, je peux vous affirmer que personne ne parle Bambara et que c'était un problème, y compris au Niger, c'est un problème politique réel. Vous avez des Tamasheks qui refusent de parler le Baoussa, au machin. Donc vous voyez ce sur quoi ça peut déboucher. Au Mali, c'est la même chose. Quand je travaillais sur le terrain, vous aviez des Maliens, donc des nomades. Les populations de pasteurs nomades au Mali sont quand même extrêmement importantes. Qu'est-ce que vous en faites avec le Bambara? Alors dites-moi, comment le français actuel s'est imposé sur toute la France, alors que les Bretons et autres sont là avec les mêmes époques, sont leurs propres langues. Les réalités sont complètement différentes. La formation de l'État français, ça renvoie à des traditions historiques fondées aussi sur la Révolution. Bah oui. Ce n'est pas le cas dans les pays africains. Donc vous ne pouvez pas gommer toutes ces particularités, notamment à propos de la démocratie. La démocratie, qui est quand même issue des Lumières et de 1789, a été systématiquement remise en cause. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est parce que l'objet d'enjeux politiques qui fait en sorte qu'il a fallu 4 révolutions pour maintenir la démocratie. Donc c'est ça que je veux dire. Le problème que vous soulevez, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion politique. C'est vrai que Napoléon est venu au pouvoir par un coup d'État, donc pourtant ça n'empêche pas qu'il soit le héros national français. Donc je comprends que... C'est le héros national pour certains Français,
Je dis bien pour certains Français, Oui, pour mais beaucoup, moi, en tout cas, l'histoire le retient. que l'histoire le retienne, c'est normal parce que c'est l'histoire. L'histoire ne discrimine pas les gens idéologiquement. C'est justement le facteur objectif de toute démarche scientifique, même si l'histoire et les sciences sociales ne sont pas scientifiques, il n'y a aucune raison de discriminer. Napoléon, il est sanctifié par une certaine catégorie des Français. Lesquels? C'est pas les progressistes. Loin s'en faut. Donc on retombe sur le problème politique. Qui sanctifie, qui glorifie Bonaparte, puis ensuite Napoléon, c'est une certaine frange de la société française. Donc on ne peut pas faire l'économie d'analyse politique de l'histoire. Donc je reviens sur le problème linguistique, votre point de vue que je soutiens dans le fait que toute langue vernaculaire doit être développée et ne pas tomber sur l'anthropologie culturaliste qui privilégie la culture. On voit bien que la culture elle est tout le temps instrumentalisée politiquement, y compris la notion d'identité. L'identité, c'est quelque chose comme ça qui est parachuté et qui est l'objet d'enjeux. On le voit bien plus particulièrement en France. Qu'est-ce que ça donne les problèmes d'identité, pour reprendre le Mali? Ça donne des affrontements intercommunautaires. Vous faites toutes les manipulations que vous voulez sur la notion de culture et la notion d'identité. C'est ça mon souci majeur. C'est pas récuser, dire non, je ne peux pas. Je crois qu'il y a un malentendu fondamental. C'est-à-dire, on s'est compris. Donc, dans ces circonstances-là, qu'est-ce que l'on peut faire? Question réelle, je n'ai pas de solution. Je dis attention si on développe ce genre de choses-là. Il faut être vigilant parce que dans les situations actuelles, puisque vous avez dit tout à l'heure, crise multidimensionnelle, dans cette multidimensionnalité, il y a le problème de l'identité qui est manipulé. Comment ça fait les affrontements entre De Gaulle et Peul, si ça n'a pas été manipulé du début jusqu'à la fin? Je dis bien du début jusqu'à la fin. Vous flattez, vous faites de l'amalgame. Les Peuls, tous des djihadistes. Et ça marche comme du petit pain, tout le monde pense ça. Et ça débouche sur quoi? Eh bien sur des affrontements interethniques, au nom de la notion d'intercommunautaire. Alors que, historiquement parlant, on ne peut pas dire qu'il y a eu des affrontements systématiques. Autrefois, quand je travaillais dans le Gourmand, les Peuls se collaient au Bellade pour le folio. Les Bellades avaient besoin du folio pour bouffer, les Peuls avaient besoin du folio pour leur bétail. Donc ils venaient, ils s'affrontaient à coups de gourdin. Maintenant, c'est plus à coups de gourdin, c'est à coups de calache. Sauf que le combat actuel entre ces deux groupes ethniques n'est pas lié à une question de langue. Quand vous dites il y a la langue est une partie de l'identité. La langue est une partie de l'identité. L'identité, ce qu'on apprend en première année d'anthropologie, c'est que la langue, c'est le fondement de l'identité. Et les gens qui sont très très forts là-dessus, c'est des tamasheks. Très fort. Ce que moi je peux rajouter là-dessus, en fait, quand on prend l'exemple même, là, si vous voyez, je vais citer un pays en Afrique, le Rwanda, qui a eu 1 million de morts. Et qui, voilà, entre guillemets, je ne vais pas citer. Le Rwanda? Voilà, oui, qui a eu 1 million de morts. Et aujourd'hui, qui ont pris leur propre langue, qui ont abandonné le français, qui ont mis l'anglais. Et après l'anglais, qui ont mis leur langue officielle, qui travaillent avec aujourd'hui. Et qui est le premier pays à fabriquer un smartphone. Pourquoi? Parce que sa population comprenne leur langue à bas âge. Non mais j'arrive. Donc voilà, pour dire, donc ces problèmes-là qui venaient de souligner là, est un vrai problème. C'est une réalité. Je n'en mets pas en discussion. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, on est liés par quelque chose. Et c'est quoi? Par la langue. Bien sûr. Tous ces continents-là. Et la langue, on est en train de parler. Ce Peul que vous venez de parler là, il est parlé dans toutes ces régions-là. Les Sarakolés, il est parlé dans toutes ces régions-là. Et le Bambara également, le Mandingue. Alors je pense qu'aujourd'hui, si on n'est pas instrumentalisé par quelqu'un de l'extérieur, c'est sûr et certain, cette communauté-là, du Mandingue, on arrivera à trouver un terrain d'entente, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une main invisible qui est là, aujourd'hui. Il y a une main invisible qui est là. Comme le journaliste est là, mon grand frère, je vais lui laisser la parole après, donc c'est sûr et certain. Donc sur cette question de langue-là, et ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Et c'est une réalité qui est là aujourd'hui. Quand vous prenez un enfant que vous l'envoyez à l'école, donc voilà, il va aller étudier toute la journée, il va arriver, qu'est-ce qu'il va étudier? Le couteau. Alors qu'il veut gamin, avant d'aller à l'école, à 2 ans, il sait ce que c'est un couteau. Bien sûr. Dans sa propre langue. Vous voyez le retard qu'on a? Le problème, il est là. Et quand on parle d'un pays à 80% analphabète, mais ces gens-là, il faut leur parler à une langue qu'ils comprennent. Et cette langue-là, on le parle.
C'est une langue des commerçants. Et cette langue-là est parlée par toute la sous-région. Et quand on prend les pays donc, de la CEDEAO, et c'est ces pays de la CEDEAO encore qui sont concernés. Et tu penses que si ces pays-là arrivent à se parler en une langue unique, tu crois qu'il y a vraiment... Et ce sont les mêmes noms, les mêmes prénoms que tu les trouves ailleurs ou d'autres. Et vice-versa. Donc forcément, on a une main invisible. Alors je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un problème de communication. Et cette communication-là, je réjouis mon grand frère aujourd'hui, l'Inde a plus de 100 langues officielles. Plus de 100 langues officielles. Mais ils se sont mis d'accord pour mettre une langue écrite sur le document. Donc voilà. Mais si on revient en arrière et que si on prend cette paire-là qui est là aujourd'hui, c'est une réalité. On ne peut plus faire marche arrière. Il faut qu'on trouve... Il est plus temps de faire marche arrière. Donc, je vais poser la question. On va passer aux solutions. Non, si vous permettez, je vais poser la question. On va passer. Apparemment, je n'ai pas été. Non, on va passer aux solutions. Je ne conteste pas l'existence de communautés linguistiques. D'accord. Dans vos raisonnements, vous faites l'économie radicale de l'existence des États. Les États, qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous êtes bien obligé de prendre en considération ces États-là. Vous avez 4 États qui parlent la même langue. Est-ce que chaque État va développer cette langue-là? Non, on voit bien. Donc, si vous ne prenez pas en considération ces réalités politiques, c'est pas moi qui les explique. Elles sont créées actuellement. Qu'est-ce que vous faites? On va utiliser un discours qui va flatter l'identité, et à un moment donné, ça va déboucher sur des conflits. Et c'est très facile à manipuler. C'est ça mon souci majeur. Je ne conteste pas que vous dites que le Peul, je crois qu'il y a des Peuls dans 16 ou 17 ou 15 pays. D'abord, c'est pas le même Peul. Il ne sait pas les mêmes transcriptions. C'est ce que disent les linguistes. Moi, je ne suis pas linguiste. Je reprends ce que disent les linguistes, disons, eux, des experts. Moi, je ne suis pas expert. Pareil pour la Tamashek. La Tamashek, y compris sur le plan politique, ils ont essayé de créer une même langue sur l'ensemble. C'était un échec total. Vous savez sur quoi était fondé l'échec? C'est que ces gens-là, ex et futurs rebelles, ont pensé que les Tamashek constituaient une ethnie. Ça n'a jamais été une ethnie, d'où les erreurs d'analyse politique qui ont fait en sorte que ça a débouché bien sûr, sur des échecs systématiques. Ces échecs systématiques, ça a fait quoi? Ça a créé des rébellions. Les rébellions, ça a été quoi? Des échecs permanents. Donc je dis attention aux facteurs linguistiques. Il faut être vigilant, pas pour demain, mais pour le truc. Encore une fois, une communauté culturelle, elle est traversée par la création d'États-nations. Et chaque État a ses finalités, ses objectifs. Voilà. Si on ne prend pas ça en considération, on fait du culturalisme à l'américaine. C'est ça. Donc là, on va faire du culturalisme à la malienne. On va clôturer avec une solution, chacun d'entre vous. Voilà, un petit mot. Bon, j'aimerais quand même un mot sur oui, bien sûr. Moi, je vais un peu plus loin. Je crois que je ne me convainc pas les deux. Et te convainc Non, je vais dire que la problématique de la langue est fondamentale. Elle est fondamentale. Alors que nous sommes d'un terroir, on a hérité d'abord un héritage arabo-islamique. Et ça nous a fortement marqué. Et cette marque-là, elle est présente sur le plan religieux seulement, pas que sur le plan religieux, mais c'est aussi identitaire. Il y a une partie de nos populations qui se reconnaissent dans ça. Pourquoi cette vision fondamentaliste-là a eu du gain? C'est vrai qu'on a connu des États démocratiques qui l'ont développé, mais la langue arabe, l'utilisation de la langue arabe, les prêches dans la langue arabe, je suis d'une ville purement musulmane, à Dili on parle beaucoup plus arabe d'ailleurs que Peul, mais bon, en réalité, je crois qu'on n'a pas su faire la part des choses et garder la valeur qui nous intéresse dans cette conversion ou vers cette tendance-là, ça nous a manqué. Autant, mais ça l'a été avec la langue arabe, ça l'a aussi été avec la langue française. Donc, on se retrouve avec une troisième couche superposée avec l'anglais. Aujourd'hui, c'est ces études que vous dites là, dans ces domaines-là. L'évolution d'une société aussi, c'est quelque part l'évolution de la technologie et des justes. Bon, on est dans un monde globalisé, on ne va pas se couper de la réalité. Donc, il faut penser fondamentalement, réfléchir, mettre à contribution les experts, les avocats, les juristes, les sociologues, les anthropologues, pour ne pas rééditer le même problème qu'on a connu et que ces nations modernes-là connaissent. Vous avez cité les pays de l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, l'Inde, et même les pays de l'Europe centrale actuellement sont confrontés
au même problème. Je suis à l'UNESCO, j'étais peut-être mal placé pour défendre ça parce que tout notre combat et notre engagement à l'UNESCO, c'est de valoriser la culture, c'est de valoriser l'éducation, c'est de valoriser la communication. Même si je sais que l'Afrique compte comme un tienième place dans ce combat-là, c'est une véritable question. On ne peut pas enlever la volonté politique de cette volonté. C'est les deux qui sont un peu liés malheureusement. Et les politiques sont plus identitaires et instrumentalisent réellement là-dessus. Ça n'a pas commencé que par les Touaregs. Hein. On a connu ça dans nos États et d'autres continuent à le faire. Absolument. C'est une triste réalité. Mais cependant, le combat du XXIe siècle nous appelle, notre génération, à plus d'inventivité et d'ingéniosité. Que la langue ne soit pas encore un paramètre au lieu d'unir qui divise plus. Et ça, ce choix-là, je crois qu'il n'est pas gagné. Je vois qu'il n'est pas d'accord avec Non, non, pas du tout, parce que tout simplement... ça devient chaud. Non, mais parce que il a parlé de l'arabe, il a parlé de l'anglais, du français. Pour moi, toutes ces langues sont des langues étrangères pour moi. Donc ces langues étrangères ne peuvent pas continuer à gouverner notre vie sociale, politique, etc. Que ces langues existent, personne ne dit le contraire, mais moi je milite pour les langues nationales et en particulier que la langue qui domine aujourd'hui puisse émerger, soit élevée au statut de langue officielle. Même si plus tard, comme je l'ai dit, je n'exclus pas qu'il y ait d'autres langues maliennes qui se développent beaucoup un peu partout sur le territoire et qui viennent s'ajouter à la première langue, en tout cas la plus dominante aujourd'hui. Ça peut se faire. Mais s'aimer un peu le doute et la peur en nous disant oui, il y aura instrumentalisation, etc., ça ne doit pas nous freiner. Nous devons réfléchir, nous mettre d'accord. D'ailleurs, c'est dommage, je pense que ça a été débattu aux Assises nationales de la réforme. Oui, bien sûr. Voilà, oui, et voilà. Donc, la majorité, en tout cas, les gens qui ont participé sur la langue ont effectivement signalé ce problème-là et ont aussi souhaité que le Bambara, en tout cas, puisse être reconnu comme langue. Voilà, etc. Et transcrit toutes les langues. Donc voilà. Voilà, moi je pense que il faut absolument, même si André ne veut pas ce terme-là, il faut une langue qui fédère. Il nous faut une langue qui fédère. Parce que tout simplement, moi je considère que le français actuel, le français actuel a fédéré le reste de la France. Non, André, le français actuel a mis du temps à fédérer, mais à fédérer tous les Français. Ça n'empêche, est-ce qu'en parlant français, le breton remet en cause sa culture? Non. Est-ce que le corse va remettre sa culture en cause? Non. Toutes ces cultures-là, il n'y a pas un combat, disons, contre une quelconque culture. Quand on parle, c'est comme on dit, sur ce plan-là, il faut savoir que, comme tu l'as dit, Tchambel, la volonté politique, on ne peut pas l'exclure. À un moment donné, il faut que les politiques puissent faire ce travail-là, aider la population à aller dans ce sens-là, pour qu'on ait une langue quand même qui émerge. Là, on va avancer sur les solutions. Alors aujourd'hui, on a, comme on a si bien dit au début, les différents partenariats avec différents pays. Là, aujourd'hui, on a le positionnement... Tu peux parler en songhai pour que je comprenne? Je parle songhai. Vas-y, je t'écoute. Ah, d'accord. Et on a les partenariats avec la Russie. Donc là, pour clôturer, j'aurais souhaité avoir vos différents avis sur ce partenariat qui est en train de se tisser avec la Russie. Est-ce que chacun d'entre vous peut donner votre avis et puis on va avancer vers la clôture. Merci. Ça n'a pas été un songhai, je ne peux pas répondre. Bon, vous pouvez essayer aussi un peu le tamashek. Si vous le faites en tamashek, je vous réponds tout de suite. Y compris si vous le faites en arabe. L'arabe, vous parlez ou vous ne parlez pas? L'arabe, attention, l'arabe c'est la langue du Coran.
C'est pas n'importe quoi. Non, mais je ne plaisante pas quand je dis ça. Non, c'est je ne sûr. plaisante pas. Non, oui. Vous avez, c'est beaucoup de peuple, ce qui est valorisé, c'est l'arabe. Exactement. Donc le critère religieux, il faut le prendre en considération. Aussi. Est-ce que le critère religieux arabe, dans le contexte actuel, ne fédère pas plus que le Bambara? Question. Je n'ai pas vu les gens parler arabe au niveau des administrations maliennes, Non, pas. ni dans la rue à Bamako. Donc, Je ne parle pas de parler, je Voilà. parle de fédérer. non, il ne faut pas Je mélanger les ne religions. mélange pas les choses. Je ne mélange pas les Ah, choses. les là, gens, et là, question très pertinente, maître. Hein. Je ne mélange pas les choses. C'est une question, Elle est sauf si claire. vous pensez qu'elle n'a aucune pertinence de mon point de vue. Vous voyez, les Soninké qui défendent la langue Soninké, la plupart parlent arabe. Si on parle sur le plan Moi, je parle religieux, arabe. Je parle plus de arabe, Voilà. donc je maîtrise d'arabe. N'empêche que ce n'est pas l'arabe qui viendra défendre. تعرفوا القلقلية ولا واش؟ دراسة اللغة العربية من تهديرها في الثانوية. غيرها. النظم غيرها. أدخلهم. أيوة. Ah. صح. Vous avez répondu, vas-y, répondu. Ben, vous voyez, Hein? Ok, vous nous expliquez du débat. Parlez en arabe, allez-y, vas-y. Donc, vous voyez, donc, le problème est que, donc, ça, je pense que, comme je dis, je me répète toujours, il y a une main invisible qui est là. Cette Non, communauté-là, c'est sûr et pour moi, elle est certain. très visible. Voilà. Elle n'est pas visible, Ouais, elle est très mais visible. c'est une façon de dire. La Donc, main voilà, invisible, encore une fois, invisible. moi, je pense que notre culture, ce qu'on a trouvé à nos ancêtres, ou vraiment nos arrière Les Gaulois. Oui, le Gaulois, si tu veux bien, il n'y a pas de problème, si vous voulez bien, il n'y a pas de problème. Donc, C'est une provoque. ouais, ouais, je sais, j'ai bien compris. Donc, ok. Bon. Et je pense que là, pour répondre à la question, est-ce que la Russie est la solution? Je ne suis pas politicien, ni géopoliticien. Je pense que comment ça s'appelle, grand frère Chambel et André, ils sont bien placés pour répondre à ça. Moi, la seule chose que moi j'ai à dire, c'est que vraiment le Mali doit coopérer avec le pays où lesquels il trouve son intérêt. Voilà. c'est tout. Son intérêt, je pense que, et ça c'est un, et secondo, vraiment, et c'est un État, et s'il doit faire ses affaires avec la Russie, avec l'Inde ou avec la Chine, je ne vois pas d'inconvénient. Et personne ne devrait interdire le Mali à signer une coopération avec qui que ce soit. Je pense que c'est un pays souverain, donc voilà, et digne de ça. Je pense que moi je vais sortir de la parole, laisser aux spécialistes, André Bourgeois, il est bien placé pour pouvoir répondre à cette question-là correctement. En morvandio ou bien en français? En français. En français? En français, s'il te Je ne le plaît. maîtrise pas beaucoup. Hein. Non, il n'y a pas de problème. La fille bouge là. Bon, c'était quoi la question? La question c'était, donc voilà, la coopération avec la Russie est-elle la meilleure solution pour le Mali ou pas? Ah, si vous posez déjà le problème, la meilleure solution, la question est déjà très orientée. Je ne pense pas que ça se pose en ces termes. Le Mali, sauf erreur de ma part, il est souverain et indépendant depuis le 22 septembre 1960. Il a donc théoriquement, je dis bien théoriquement, une capacité à orienter sa politique avec qui il veut, qui il souhaite. Ça, c'est la déclaration d'intention. Normalement, c'est ça. Dans la pratique, ça n'a jamais été le cas. Il y a tout un courant qui s'appelle le néocolonialisme qui a fait en sorte que tous ces États-là n'ont jamais eu les capacités à affirmer leur indépendance. Voilà, ça c'est encore un constat. Alors, ce constat, il est vrai ou il n'est pas vrai? Dans ces circonstances-là, je crois qu'il faut faire référence au contexte. Moi j'aime bien quand même contextualiser les choses. À l'époque, quand le monde était organisé en deux blocs, c'était relativement facile. Vous aviez le bloc de l'Est et le bloc occidental. On pouvait faire des analyses politiques très faciles parce que ça permettait des approches manichéennes qui renvoyaient aux réalités. Actuellement, ce n'est plus du tout le cas. La Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. La Russie est un grand État qui cherche à s'imposer aussi sur la scène internationale. Donc les objectifs de la Russie, c'est de satisfaire aussi ses intérêts d'État. Ensuite, ces intérêts d'État de la Russie sont à négocier avec un autre pays souverain, en l'occurrence le Mali. Mais donc ça veut dire que moi je n'ai pas une approche vertueuse d'États qui seraient sympas et d'autres États qui ne seraient pas sympas. Dans le contexte actuel, si j'ai bien écouté ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Diop, les propos qu'il a tenus, il dit très bien que ce n'est pas achevé vis-à-vis des relations avec la France, qui sont en cours de négociation, en cours de discussion. C'est une manière aussi de tendre la main. Donc moi je saisis cette opportunité de main tendue. Effectivement, rien. Ensuite se pose la possibilité pour une puissance ex-coloniale et toujours coloniale de dire est-ce qu'on va collaborer avec des mercenaires? Sur quoi le Mali répond, ben,
n'y a jamais eu de mercenaires de Wagner. Donc, dans ces circonstances-là, comment voulez-vous faire quelque chose? Je pense, cette fois-ci pour quelque chose de plus sérieux, c'est que actuellement, pourquoi la Russie, c'est pas que la Russie, c'est la Chine. Si on veut comprendre la politique de la Russie et de la Chine, il faut poser le problème en termes de leur présence et de leur vote à l'ONU. Et le relier à l'intervention militaire franco-britannique qui a précédé celle de l'OTAN en Libye. Quand il y a eu ces interventions militaires, donc celle de l'OTAN, qu'ont fait la Chine et puis la Russie, ils se sont abstenus. Ils ont tiré les conséquences de leur bêtise d'abstention. Vous voyez ce que ça a débouché, ce que ça a fait dans l'ensemble de l'espace saharo-sahélinien. À l'époque, je disais ça, on disait il est complètement crétin, il est con, c'est normal. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà les conséquences. Actuellement, sur les sanctions, vous voyez la position de la Russie et de la Chine à l'ONU? C'est intéressant. Il y a une continuité. Ces États-là, ce n'est pas des petits États. Ils défendent aussi leurs propres intérêts. Donc, dans un contexte où la puissance ex-coloniale et encore coloniale connaît un affaiblissement sensible, c'est une porte, c'est même pas une porte, c'est un boulevard qui est offert justement pour ces puissances-là. Et ces puissances-là défendent des intérêts d'État aussi, de la même manière que la France. Pourquoi ce serait sur le Nord? Ça, c'est une interprétation. Donc l'interprétation, elle est fondée sur une intuition. Le septentrion malien regorge de ressources extractives. Jusqu'à présent, ces ressources extractives ne sont pas en état d'exploitation. Tous les spécialistes, les experts, pas les chercheurs, mais les experts disent que c'est prometteur. C'est des gens, ministre des Mines, Ecofin, c'est pas n'importe quoi, ils disent notamment, ils ont détecté 4 sites extrêmement importants. Jusqu'à présent, il n'y a aucune société qui est là-dedans. Toutes les sociétés qui sont dans l'or et tout ça, c'est au sud. Donc il y a un champ important pour ces puissances-là, constitué par le septentrion. Il y a de l'or, de l'uranium, et surtout de l'eau, beaucoup d'eau à Taoudéni. Toute la nappe phréatique, elle part de la Mauritanie, sur le Mali et sur l'Algérie. Les enjeux actuels, c'est beaucoup plus sur l'or, sur l'eau, pardon, que sur le pétrole. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis en droit de me poser la question suivante. Aucun État est désintéressé. Aucun, absolument aucun. Donc dans la configuration politique actuelle, la Russie joue aussi sa propre carte. S'il y a possibilité de faire en sorte qu'on envoie des spécialistes, des experts pour passer à l'exploitation, tout le monde dit que c'est prometteur. Si c'est prometteur, moi j'ai fait un article, si vous voulez, je vous l'envoie, où ils définissent le nombre de millions de je ne sais trop quoi, c'est quelque chose de fantastique. Une des démarches qui a été faite, je crois, par Shogel, ça a été de faire une démarche auprès des Algériens pour demander le retour des Algériens pour continuer à prospecter, pour voir s'il y a possibilité de passer à un stade d'exploitation. Donc le niveau d'exploitation est à l'ordre du jour politiquement. C'est dans ce contexte-là que l'on retrouve la Russie et la Chine. C'est pas neutre. Dans un contexte qui favorise la politique malienne. De facto, ils soutiennent, je dis bien de facto. Mais quand on soutient comme ça, c'est rarement le cas quand c'est complètement désintéressé. Exactement. Donc si on n'a pas ça en tête, quelque part, une fois de plus, le Mali risque d'être sous une autre tutelle, peut-être plus douce, peut-être plus détaillée. Le problème fondamental qui se pose actuellement, comment créer les conditions d'une indépendance réelle, je dis bien réelle, du Mali dans le contexte actuel? Vaste question. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les mêmes ornières qu'avant, mais avec des puissances différentes? Maître? Alors, il faut savoir que la coopération avec la Russie remonte aux premières heures de l'indépendance du Mali, même si c'était l'Union soviétique à l'époque. Et pendant très longtemps, parce que dans cette nouvelle coopération, le volet le plus, en tout cas, sur lequel tout le monde s'appuie, c'est le volet militaire. Or, le Mali l'a toujours répété, la plupart des militaires maliens ont été formés en Union soviétique en son temps, et l'armement malien est d'origine russe. Maintenant, tout ce problème aujourd'hui qui se pose, c'est par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'intervention française, la nouvelle donne mondiale, etc. Disons, l'antagonisme entre les puissances, les enjeux, etc. Le Mali se trouve au cœur de tout cela. Mais pour nous, en tout cas, en tant que Maliens, quand nous appelons en tout cas le soutien de la Russie, parce qu'il y a certains
certaines choses qu'il faut retenir. D'abord, par rapport aux armements, à un certain moment, on a eu du mal, en tout cas, à pouvoir acheter de façon libre les armements dont nous avons besoin. Nous avons acheté certains équipements qui ont été bloqués de part et d'autre, etc. Donc pour nous, il y a une volonté de la part de certains pour nous empêcher de nous réarmer, d'acheter des armements. Donc sur ce plan, la Russie nous facilite parce qu'on peut acheter et nous sommes livrés dans les délais sans problème. Alors que l'armée malienne a besoin d'être équipée. Donc il y a cet enjeu-là sur lequel, en tout cas, nous nous sommes fondés pour cette coopération avec la Russie. La deuxième chose à retenir, c'est le fait, comme je l'ai dit en début d'émission, le fait du manque de résultats de la part de l'opération française avec les partenaires. Oui. Nous avons constaté qu'après 8 ans, 9 ans d'intervention, nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes et nous avons perdu beaucoup de soldats sur le terrain. Les civils ont été massacrés par les terroristes. Il y a plein en tout cas, d'exemples de massacres de populations civiles. Et à un moment donné, l'enjeu pour nous, c'était de stopper tout cela. Et comment stopper tout cela? Parce qu'il faut savoir que si Barkhane, avec ses partenaires, pour nous, avait vraiment la volonté d'arrêter tout cela, le Mali serait sécurisé aujourd'hui. Mais en 8 ans, l'insécurité a gagné du terrain. À un moment donné, les autorités maliennes ont le droit de prendre leurs responsabilités et de chercher, en tout cas, avec qui coopérer pour stopper la spirale. Parce qu'en continuant comme ça, nous perdons tous les jours des militaires, des soldats sur le terrain, et les populations ne sont pas en sécurité. Quand on voit la dernière attaque terroriste où des femmes enceintes, des enfants ont été brûlés dans un bus, comment vous voulez que nous puissions continuer à subir cela? Ceux qui protestent contre ça, ils étaient là, on leur a donné le temps, parce que 8 ans, ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 mois, 8 ans, 9 ans sur le terrain, et nous ne sommes pas arrivés, en tout cas, à mettre fin à ce terrorisme-là, à l'insécurité, mais à un moment donné, tout État légitime va essayer de trouver d'autres solutions. On a essayé que nous, par rapport aux militaires maliens, qu'on dise que l'armée est sous-équipée à l'époque, d'accord. Oui. Mais quand nous voulons acheter des équipements, pourquoi nous empêcher? Pourquoi en tout cas mettre tous les jalons pour empêcher que nos armements soient livrés ou que nos avions soient livrés, etc. Je pense que là, toutes ces questions nous poussent aujourd'hui à trouver d'autres partenaires. Ceci étant, il n'y a rien, il n'y a pas d'animosité envers la France. Nous ne sommes pas contre la France. Comme je l'ai dit, on a un problème de manque de résultats. La France manque de résultats depuis le début de l'intervention, après, disons, la libération du Nord. Et malheureusement, encore une fois, quand à Kidal, on a vu ce qui s'est passé, quand l'armée malienne a été empêchée d'entrer à Kidal, etc. Nous avons encaissé tout cela, nous avons attendu, nous avons fait confiance à la France, mais nous arrivons à un résultat clair et net. Si nous ne faisons rien, l'insécurité, le terrorisme, le djihadisme qui gangrène le territoire malien, ça va continuer. Et pour nous, à tout prix, il faut arrêter cela parce que c'est la vie des citoyens qui est en jeu. On ne peut pas laisser des gens venir massacrer nos populations alors que ces forces internationales sont sur le territoire et disposent de tous les équipements nécessaires et tous les moyens militaires nécessaires pour identifier, traquer et neutraliser ces bandits armés. Effectivement. Je sais pas, le journaliste, un moment d'abord, oui. Oui, mais je crois que tout a été dit sur cette question. La coopération avec la Russie, ce qui est l'origine de cette coopération, elle est historique. Elle n'est pas aussi faite de réussite. On se rappelle des mines d'or de Kalana. J'espère qu'on ne va pas retomber dans les mêmes terrains. C'est important de rappeler tout ça. Sous la Deuxième République. Maintenant, le contrat qui nous lie aussi à l'État russe par rapport à cette exploitation-là, il faut qu'on communique là-dessus, qu'on le chasse. Ça ne fait pas plaisir. C'est vrai, le résultat est là. On a été aussi, je me rappelle en son temps,
capté par l'euphorie quand la France venait avec ses femmes. Il me rappelle d'ailleurs que ça a donné de très bons résultats au public. Bon, aujourd'hui, les djihadistes se sont éloignés de ma ville, là. Ils sont partis vers la frontière mauritanienne. J'espère qu'ils resteront là-bas et que ça va. Concrètement, sur le terrain, les populations sont en train de souffler un peu. Ça, c'est une réalité. Maintenant, elle est ponctuelle et j'espère qu'elle soit durable, une réalité durable. Maintenant, par rapport à l'échec de l'intervention de la France, la suite de l'intervention de la France est indéniable. Bon, le fait de nous empêcher d'accéder à du matériel militaire ou de faciliter le réarmement de l'armée, alors que même dans le cadre de l'Europe, ils forment notre armée, ils mettent des millions là-dedans. C'est contradictoire, mais c'est politique. C'est politique, ça reste fondamentalement politique. Et j'avoue qu'on n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Si les décisions doivent être discutées à ce niveau-là, on est obligé de passer par la France pour les discuter jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on passe en champ d'interlocuteurs et que la Russie et la Chine soient là aujourd'hui pour le débat. Donc, le monde est un village pour certains. Pour l'impérialisme international, le monde est un gros village. La France, elle seule, ne peut pas résister. L'Amérique, elle seule, ne peut pas résister. La Chine, elle seule, ne peut pas résister. Il y a des nantis qui, comme lui, opérateur économique, essaie de diversifier ses intérêts à travers la France, à travers l'Europe. D'autres regardent le monde avec ce regard-là. On nous impose des choses, ça c'est une réalité. Maintenant, dans ce temps-là, dans cette vision globalisée et de monde à l'échelle du village, il faut qu'on défende nos intérêts. Défendre nos intérêts, c'est diversifier la coopération. Alors la France n'a pas à se rougir du fait qu'on aille vers une coopération d'État à État avec la Russie, la Chine, l'Inde, pour qu'elles viennent nous aider dans nos difficultés et dans notre lutte contre le terrorisme. Et maintenant, il ne faudrait pas que cette collaboration avec la Russie se fasse au détriment de la France. Et nous allons vers ça. Parce que ce que la France appelle Wagner, l'État malien les appelle formateurs. Donc on ne se comprend pas quelque part. Il faut créer cet abcès-là. Il faut le sortir pour qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Et qu'on aille vers la... C'est des choses qui ne sont pas faciles. La gestion d'un État, il y a une part d'inédit, une part d'ombre et une part de lumière. Mais l'évolution des deux situations, quand tu décides de tout mettre sur la table, alors c'est à tes risques et périls, mets tout sur la table. Quand tu décides d'évoluer avec un problème avant la solution, de discuter diplomatiquement, ensuite de sortir de la solution, de l'exposer, c'est une question de stratégie et de méthode. C'est l'idée des vases communicants. Mais en réalité, aujourd'hui, le Mali est dans une pleine crise. Et cette crise-là, la responsabilité des autorités actuelles est énorme là-dedans, et ils seront comptables du dernier blanc. Et nous avions tous accompagné ceux qui n'ont pas dit, ceux qui ne l'auront pas dit, ils assumeront. Ceux qui l'ont dit aussi, qui n'ont pas été entendus, au moins on aurait dit qu'un jour, on a dit attention, pour nous sortir les contrats, attention, c'est quand même un peu cascadaire de vouloir lutter contre un pays qui a 11 000 soldats sur son territoire. Je ne pense pas qu'on n'a pas autant d'éléments aguerris sur notre sol. Il faut savoir à un certain moment donné ce qu'on veut. Soit on accepte la diplomatie, on négocie, on discute, ou on se met en avant, on rompt tout et on se met. On ne peut pas être dans une logique et dans une autre logique. Ce n'est pas compréhensible, c'est un discours un peu diffus. Et je crois que le Mali ne se paiera pas le luxe de sortir de cette situation. Resterons nous les liens. Parlons-nous en réalité. Mettons en avant les priorités qui sont les nôtres aujourd'hui. L'union sacrée, se parler, se donner un agenda réel. Et puis l'aspect sécuritaire, le prendre à bras le corps, l'exposer à nos voisins, à la communauté internationale, la France et tout ce qui suit, et aux partenaires de l'axe du mal, parce qu'il l'appelle ici, la Chine, l'Iran et l'Inde. Il l'appelle comme ça, c'est pas du mot fait, mais donc il faut l'exposer aussi et voir ce qu'on peut tirer ça. Je ne crois pas que le départ des Canadiens, cette zone-là, et des Australiens qu'on a développé de cette zone-là, on a vu que ces puissances se sont opposées avec la France à un moment donné sur les rangs des frégates. C'est des questions d'intérêt. Ils ne vont pas se taire et nous laisser les remplacer par l'Algérie, par l'Espagne et par d'autres. C'est complexe. Le fond est économique. Et le monde est à cette image-là. Politique agit là-dessus. L'économie tient le soubassement, la souffrance réelle aux populations. Et c'est ce qu'il faut éviter.
Tout le combat est l'essence même de notre existence. Si on arrive à le faire, on aura relevé les défis. Oui. Si on n'y est pas arrivé, en tout cas, il faut se battre et jouer son rôle pleinement là-dessus. Parfait. Alors là, l'émission arrive à sa fin. Chacun d'entre vous va dire un petit mot en bambara, en arabe, un petit mot pour nos populations maliennes. On aura un prochain rendez-vous sur différents sujets. Donc, je laisse par exemple André. Je dis que les discours qu'a tenu Maître, qui est des discours auxquels je souscris, ne répondent pas aux propos que j'ai tenus. La Russie a des objectifs d'État qui sont les siens et ça passe aussi par les armes. Bah oui, nécessairement. C'est simplement ce que je voulais dire. Donc c'est une puissance qui défend ses propres intérêts d'État dans un contexte bien particulier qui est celui que je décris. Pas plus. Donc moi je ne vais pas faire la promotion de la politique française, c'est pas ça. Je dis que tous ces États-là ont des intérêts particuliers et si ça continue, ça se fera aussi sur le dos du Mali. C'est tout ce que je dis. J'anticipe sur des situations parce que historiquement parlant, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Ouais, tu as raison. Ouais. Tu as raison. Et tu veux bien faire une petite clôture Comment? Une petite clôture en arabe. J'ai trouvé quand tu parles en arabe. Ah non, mais je peux te faire un tarachèque en Voilà, arabe, fais une en petite clôture, marocco, voilà, et une un petite tout clôture. petit peu, Fais-moi. un tout petit peu en français facile. Ouais, s'il te plaît. En français facile, Ouais, c'est bon. En tout ce que tu as dit, mais. Alors, fais-nous un petit plaisir. Non, bon, moi, j'ai pas pour habitude de conclure parce que c'est des situations qui stipulent qu'il n'y a pas de conclusion puisque l'histoire est en train de se faire. Exactement. Et donc, quand l'histoire, elle se fait aussi par des rapports de force politiques et militaires et aussi sécuritaires qui sont en train de bouger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser ce qui bouge et sur quelle finalité, parce que le chercheur, sa fonction, c'est aussi d'essayer d'anticiper. Donc c'est ce que j'essaie de faire au vu de ce qu'a fait l'histoire, de la situation actuelle et qu'est-ce que ça peut déboucher dans le cadre d'un système dominant, que vous le vouliez ou non, c'est quand même la crise systémique du capitalisme mondialisé, que vous le vouliez ou non. Et cette crise-là, elle a bien des effets partout. Je dis bien partout, au Moyen-Orient, etc. Si on n'a pas une analyse géopolitique mondialisée, quelque part, on risque de se planter et de ne plus avoir les capacités à anticiper. Très bien. Et maintenant, en version arabe. Une petite version arabe. Alors, une petite version arabe. Allez, non, ça c'est un vocabulaire politique que je ne maîtrise non, pas. un petit mot en arabe pour les populations. Allez, go là. Allez, let's go. Let's go. Tu te un rends petit compte? mot. Non, je En parle- arabe. Non. Juste la salutation. Bah, c'est ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Plus sérieusement, je pense que ça a été, à ton initiative, une discussion intéressante. C'était loin d'avoir l'unanimité. Heureusement que ce n'était pas unanime, parce que si c'était unanime, il aurait fallu avoir un vocabulaire commun, une pensée commune, et dans tout ça, où se trouve la démocratie. Donc je considère, avec des points de vue assez divergents, y compris fondamentalement, que c'était une discussion intéressante. Personne ne s'est insulté, c'est quand même important de le mentionner, et que ça s'est fait dans un esprit d'écoute. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est entendu. À partir du moment où il y a une écoute, ça veut dire aussi que ça peut générer la réflexion. C'est ce que je retiens de cette réunion-là. Donc, merci à toi de l'avoir initié, merci à vous de m'avoir écouté, par-delà tous les points de vue que j'ai pu émettre. Non, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Super. Ansoniké, enfin. Bon, je dirais que Maremo, Wadwanga Besudahar Saharna Mali, Bobuke, Jarabie Nonga, Bakeva, on androto no kitunki me on ameraga, Kenyan Kati, Odene Kane. Donc sur ce, donc on couille les Nakati, Besura quoi. Je remercie tout le monde. Donc voilà, vous également. Donc vraiment, c'était un échange vraiment très fructueux pour moi. J'ai appris beaucoup avec les doyens. Donc vraiment, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur d'autres thèmes. Inch'Allah. Donc voilà. Jeune doyen. Jeune doyen, comme vous voulez. Maître en bambara, je suppose. Oui, bien sûr. Il n'osera pas parler de En bambara. Donc, ka malien bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka fɔ malien ɲɛna ka fɔ kɛlɛw bɛ sen na bi malien bɛɛ de ka kɛlɛ don an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de défend Mali ka intérêt an bɛ k'o de défend donc malien mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la an kana jɔrɔ an kana siran
an tɛ bagala mɔgɔ ma an ma se mɔgɔ ma bi nin kɛra anw de kan bi kɛra an kan an dara dɔw la de k'a fɔ k'u kana an dɛmɛ ka binganikɛlaw bɔ an ka jamana kɔnɔ olu ma se ka kɛ maintenant an sera mɔgɔ wɛrɛw ma k'olu fana kana an dɛmɛ o de kɛlɛ bɛ sen na ko mun na an taara mɔgɔ wɛrɛ wele an dun ye san 8 san 9 kɛ dɔw bolo an ma résultat sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ ka faga don o don an ka sɔrɔsiw bɛ faga la don o don hali ka équipement dama ka san ka di an ka sɔrɔsiw ma u ye problème créer a bɛɛ la maintenant an bɛ ka solution wɛrɛw ɲini o solution minnu fana nana ko mun na k'o kɛra donc kɛlɛ bɛɛ de b'an da la sanction b'an da la sanction ninnu minnu ye décision in ta u b'a dɔn k'a fɔ u ye sanction in ta population de kama parce que minnu bɛ fanga na n'olu sanctionnelen don n'aw hakili b'a la sanction fɔlɔ minnu nana n'a kɛra olu de kama u ko minnu bɛ fanga la k'u y'olu de sanctionner k'u tɛ voyager fɛn minnu b'u bolo fana u ka compte minnu bɛ banque ni fɛn k'u y'a bɛɛ bloqué u y'o de fɔ donc n'u y'o fɔ mun y'u se population fana ma parce que ka frontière datugu an bɛ balo cogo di donc u b'a dɔn problème min bɛ yen u y'u tugu pour que ka essayer ka an bɛɛ bila ɲɔgɔn na an ka wuli an ka ɲɛmɔgɔw kama an ka fɔ k'a fɔ olu de jo t'a la tiɲɛ dun na an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka jamana de ka intérêt défend donc en tant que citoyen an mana kɛ diɲɛ fan o fan malien an bɛɛ ye malien an ka k'an ka jamana fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko ko mana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ an ka kilinaw tɛ kelen mais an k'o bila kɛrɛfɛ parce que Mali ka survie de bɛ en jeu population ka yɛrɛma hɔrɔnya de bɛ en jeu an ka se ka lafiya an ka se ka bɔ terrorisme in kɔnɔ an ka bɔ insécurité kɔnɔ o de bɛ en jeu il faut que an ka hakili to o de la tant que o combat bɛ sen na f'an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma hali ni changement bɛ kɛ anw de bɛ bɛn a kan an de b'a décider ensemble an b'an sigi an bɛ kuma an b'a fɔ an bɛ fɛ ka taa nin sira fɛ mais a tɛ se ka kɛ sigi ka kuma kɛ kɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais il faut que an ka bɛn ko la an ka bɛn ko la pour que Mali ka se ka défendu Mali ka intérêt ka se ka défendu an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ye n y'a fɔ aw ye cogo min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛn bɛɛ ye kelen an bɛɛ ka hamina ye kelen an bɛɛ bɛ ka Mali de défend an bɛ Mali ka intérêt de défend a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'aw bɛɛ fo minnu ye nin émission in fana bila en place k'u fo kosɛbɛ madame Kadi n'a ka équipe an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan ka foli lase u bɛɛ ma bɛɛ nana Mali de défend bɛɛ nana Mali défend donc vraiment aw ka dɔn k'a fɔ aw kelen tɛ an bɛɛ de don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma maître Tidjane Guino mankan don. Alors, notre cher Chambel, le meilleur pour la fin. Je l'aurais attendu qu'il conclue quand même en dogo. Alors, conclusion de notre cher Chambel. Merci pour cette invitation. Je pense que la solution réside dans le dialogue, quelles que soient toutes les crises, se terminent autour d'une table. C'est une palissade de le répéter et de le dire. Les frictions arrivent entre les États. Mali est dans un monde qui est en crise, la crise de la pandémie est passée par là, bien qu'elle n'est pas encore finie, mais c'est que c'est loin de mon village, à 395 km de la frontière de Bamako, à l'intérieur vers la frontière de Mauritanie. Et ils sont vaccinés, peut-être même c'est pas une dose, 3 doses, je crois que c'est une seule dose pour le moment. En tout cas, on connaît aussi ces crises-là, on connaît ces difficultés. Ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement que l'histoire nous donne raison, sans union sacrée, le Mali ne pourra pas sortir de cette situation. L'union des cœurs et des esprits, qu'on n'a pas voulu sous Ibeka, il est parti, il a fait ce qu'il a pu, c'est fini. Maintenant, quel que soit le dirigeant qui est là, il faut qu'on soit unis dans la diversité. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, avoir des approches différentes, diverses, mais unis et solidaires autour d'un Mali unique et indivisible. Bandiraɓe salmino dande ke jammoɗo Allah hollu en Mali goto en darno may yaa yeeso en fuu keɓen jam sago meɗen jam pour équilibrer un peu parce que notre zone là fondamentalement Maître, un mot en dogon s'il vous plaît, vous qui êtes défenseur de l'identité de la langue. Exactement. Encore une fois, je l'ai dit. Non, André, c'est pas parce qu'il a la langue dogon que la langue bambara qui s'est hissée à ce niveau-là, qui est parlée par moi en tant que dogon, que cette langue-là qui est comprise par la majorité des Maliens, qu'on ne mette pas cette langue en avant. Moi, j'ai déjà fait en bambara, beaucoup de dogons comprendront.
Donc, je ne vais pas, voilà, je vais pas tomber dans le piège d'André, parce que je vais pas tomber dans le piège d'André, parce que en parlant autre langue, c'est pour lui donner raison, qu'effectivement, avec toutes ces diversités de langues, c'est pas possible d'imposer le bambara. Voilà, ça j'ai compris André, ça ne viendra pas. Merci beaucoup. Non, en tout cas, merci bien. En plus de ça, c'était très sympathique. Ouais, c'est ça. Alors, nous sommes sur la clôture. Vous êtes bien sur la chaîne Kadikara, chaîne de TV, notre émission phare Impact, avec des invités d'Impact. Nous avons échangé sur le Mali par rapport à l'actualité que traverse le Mali. Donc, comme vous pouvez le savoir, il est important de pouvoir s'entourer d'intelligence pour faire des débats intéressants et lever un peu les standards. Donc, restez connectés, suivez-nous et ce sera le rendez-vous mensuel avec Kadikara, l'Impact. Kadikara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale. L'information au Cara, c'est la valeur sûre.